Il a l'impression que c'est dommage qu'il n'en ait eu que des fragments. Puis elle l'appelle et il se souvient soudain de quelque chose d'important. Il se rend auprès des membres de la guilde qui combattaient et vérifie avec Jae-Won, demandant s'il va bien. Jae-Won veut savoir pourquoi cela a pris si longtemps. Kim s'excuse et ouvre un petit portail pour sortir des potions afin de l'aider à se remettre sur pied. Pendant ce temps, les autres joueurs de la guilde combattante sont choqués que Charlemont ait été vaincu avec un seul coup. Un des joueurs de la guilde de fer est également surpris par l'obscurité soudaine, mais il ne réalise pas qu'il est sur le point de devenir un repas pour notre Rain. Le joueur hurlant de la guilde de fer est dévoré par Rain instantanément. Donghae est totalement abasourdi quand il voit ce monstre. Il n'est pas sûr si c'est là pour aider ou nuire. Il jette un coup d'œil à Kim qui lui fait un clin d'œil pour montrer que tout va bien et que c'est de leur côté. Donghae comprend rapidement cela et dit à tout le monde de ne pas attaquer le loup puisqu'il est leur allié. Pendant ce temps, Rain se déchaîne, prêt à abattre les joueurs de la guilde de fer. Ils sont effrayés et se préparent à se battre. Rain montre des mouvements impressionnants, se transformant en eau et apparaissant soudainement juste derrière les joueurs de la Iron Guild, puis il les attaque comme une collation. Un joueur suggère à Donghae qu'il devrait intervenir et attaquer puisque l'ennemi est pris par surprise, mais Donghae rejette cette idée. Il comprend qu'ils pourraient aussi avoir des ennuis s'ils y vont. Il remarque que le cadavre de Charlemont a disparu, comme si quelque chose l'avait dévoré. Il se souvient que c'est exactement ce qui s'est passé pendant le raid de subjugation des gardiens. Il regarde Kim tuer sans pitié les joueurs de la guilde de fer, tandis que Rain les dévore complètement. Les scènes de combat sauvage sont si intenses qu'elle le laisse sans voix, mais il s'en remet vite comme s'il n'avait rien vu. Chose. Pendant ce temps, l'armée de squelettes rencontre Rogers, et il ne peut pas croire qu'ils viennent d'arriver et qu'ils réussissent déjà des mouvements comme ça. Ceci, il a toujours pensé que ce pays était une blague. Au-dessus, Hart observe et décide qu'il doit garder ses personnes autour, tout comme son patron dit. Hart sait que Rogers a une force sérieuse, et que son épée est la pire chose à laquelle il pourrait faire face. Il lève son bâton et invoque une pluie de flèches pour s'abattre sur la guilde de fer, visant directement Rogers et allant à fond. Mais Rogers n'est pas inquiet, il pense que toute l'attaque est inutile. D'un rapide mouvement de son épée, il forme une barrière magique qui arrête toutes les flèches. Se figère sur place. La barrière dégage une aura si lourde que même Hart la ressent de très haut. Rogers l'avertit de ne pas sous-estimer la force des neufs. Puis il dit à Carlin de rejoindre les autres, insistant sur le fait qu'il peut gérer ce côté tout seul. Carlin n'est pas convaincu que ce soit nécessaire. Rogers partage qu'il a remarqué quelque chose. Leurs mouvements ne ressemblent pas à ceux de monstres ordinaires. Il a un pressentiment que quelque chose cloche. Pendant ce temps, Kim et le reste de la guilde ont pris soin des joueurs de la guilde de fer. Ils remarquent une lueur verte et se demandent si cela vient d'eux. Donghae commente que les combats entre Rangers sont d'un tout autre niveau. Kim demande à elle et Liu s'ils pensent la même chose et il confirme que c'est une épée sacrée, mais quelque chose à son sujet semble différent. Bernard dit que les squelettes sont tous partis et cela s'est passé beaucoup plus vite que Kim ne le pensait. Il crie à Rein de venir, il bouge. Ensuite, il dit aux autres joueurs qu'il va aider le reste de l'équipe et leur demande de les rejoindre une fois qu'ils se sont rétablis. Après cela, il part pour donner un coup de main. La scène passe à un gars qui est vraiment en colère. Il pense que l'association les a délibérément dérangés. Il appelle cela un geste violent qu'ils aient été pourchassés à Yixom, surtout que leur base est juste là. Il est le maître de guilde de la guilde Héphaestus et critique sévèrement l'association pour ce qu'elle a fait. Un autre maître de guilde, Changyong de la guilde du Dragon Bleu, trouve cela un peu bizarre. C'est la première fois que l'association a agi d'elle-même de cette manière. Il remarque que le maître de guilde Seoku est absent de la réunion. Un autre maître de guilde, Do Young, est vraiment curieux de savoir ce que le chef de l'alliance des 10 grandes guildes a à dire. Le chef de l'alliance n'est autre que le maître de guilde Lee Sun-ho. Pendant ce temps, notre garçon se précipite vers Hart et Dulohan et demande à Bernard comment ils vont. Bernard lui fait savoir qu'ils tiennent bon, ce qui est un soulagement car cela signifie que le clan de fer s'est séparé pour affronter les monstres. Mais il sait que Hart et Dulohan ne peuvent pas gérer tout le clan de fer seul. Il suppose que le clan Kane doit probablement aussi s'occuper d'une équipe. Il est déterminé à conclure cela en moins de 2 heures. Avant leur mission au bureau du directeur, Tae-sik dit à notre garçon qu'ils barricaderont Yexom, mais il prévient que cela ne tiendra pas longtemps. La grande inquiétude est que d'autres guildes s'impliquent, donc la barrière ne restera que 3 heures. Tae-sik souligne à notre garçon qu'ils doivent tout faire dans ce temps. Maintenant, pendant la mission, le président de l'association réduit soudainement ce temps à 1 heure. Tae-sik ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le président dit qu'ils vont enlever la barrière dans 1 heure. Tae-sik essaie de s'opposer, disant que ce n'est pas ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Son père lui dit que c'est la meilleure solution qu'ils peuvent envisager. Il essaie de le convaincre que si la guilde Angela proteste, il peut intervenir. Le président lui annonce que Lee Sun-ho arrive, puis il leur ordonne d'appeler Grigori et déclare que c'est l'heure de la bataille. Pendant ce temps, les joueurs de la guilde Kane affrontent aussi les joueurs de la guilde de fer. Bongu se précipite vers eux, essayant de les abattre avec son épée. Mais un joueur de la guilde de fer est aussi rapide. Il bloque l'attaque à l'épée à main tenue et se prépare à contre-attaquer. Bongu est sur le point de se faire frapper comme un punching ball, mais quelqu'un apparaît et met à terre le joueur de la guilde de fer. Il lui coupe la tête avec une hache. C'est le vice-maître de la guilde de Kane. Il demande à Bongu s'il va bien, puis il remarque qu'ils ont du mal et voit que les renforts de la guilde de fer sont arrivés. Bongu lui dit que le maître de la guilde est dans une situation encore pire. Seoku essaie vraiment de gérer le drame entre Rhodos et Carlin. Rhodos dit à Carlin de se retirer, affirmant que Seoku est à lui. Carlin ne peut s'empêcher de faire remarquer combien de missions Rhodos a gâché avec son comportement imprudent. Furieux, Rhodos fonce sur Seoku. Seoku n'arrive pas à comprendre comment
comment ces deux-là peuvent se disputer si facilement tout en travaillant ensemble. En réponse à leur agression, ils frappent du pied et envoient d'énormes cristaux de glace vers eux. Le froid se répand autour, mais Carlin esquive l'attaque juste à temps. Seoku pense d'abord que Carlin n'est pas si forte, mais sa vitesse et ses réflexes rapides s'avèrent difficiles à gérer. Il réalise qu'il ne peut pas vraiment utiliser l'environnement pour prendre l'avantage car elle peut anticiper ses mouvements. Pourtant, il est presque sûr qu'il peut la battre dans un combat à main nue. Ce qui l'inquiète le plus, c'est Rhodos. Rhodos est tombé dans le piège de l'attaque de Seoku et ça le rend nerveux. Il appelle Carlin à l'aide. Elle se précipite vers lui et tranche ses jambes et ses bras coincés dans la glace. Carlin est en train de se couper les membres, mais Rhodos les régénère rapidement. Il mentionne que rien ne va fonctionner sur lui, car sa capacité unique est la régénération. Seoku se reproche de ne pas avoir utilisé une grosse attaque plus tôt, il est à court d'énergie, et Rhodos encaisse les coups juste pour aider Carlin à repousser ses limites. Seoku réalise qu'il doit les séparer, même si ce n'est que pour un moment. Tout à coup, le bruit des combats s'intensifie. Carlin remarque quelque chose d'étrange, et avertit Rhodos que quelque chose arrive rapidement. Derrière Seoku, une silhouette mystérieuse passe en trombe, à l'intérieur. Il traverse le mur de glace de Seoku, comme si de rien n'était, et passe juste devant Rhodos. Carlin ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer. Notre héros vient d'arriver grâce à ses chaussures Hermes School qui lui donnent une vitesse incroyable. Il a acquis cette nouvelle compétence grâce à la magie noire de Liu. Mais le revers de la médaille est que cela lui coûte vraiment cher. Carlin est sans voix, elle ne pouvait même pas suivre ses mouvements, elle ne sait pas qui est ce joueur monstrueux en Corée. Pendant ce temps, Rhodos se rend compte que son corps est couvert de coupures. Il ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Soudain, une énorme quantité de sang commence à couler de ses blessures. Il devient super en colère et commence à rire comme un fou. Il pense que notre garçon est assez drôle et lui dit que ses égratignures ne signifient rien. Mais ensuite, notre garçon l'appelle par son nom et évoque sa capacité de régénération incroyable. Il n'est pas sûr de l'avoir dit correctement puisqu'il apprend encore l'anglais. Ensuite, il dit à Rhodos que sa régénération est terminée. Et puis il y a Rain, son pote, qui a des compétences incroyables. Rain a des statistiques folles et vient de révéler sa nouvelle compétence, aggravation de blessures, qui rend les choses plus difficiles pour un adversaire. Récupérer. Le sang goutte des pieds de Rhodos alors que tous les trois se tiennent sous la pluie battante. Seoku demande à Kim ce qu'il a pris si longtemps. Carlin est sans voix en réalisant que notre garçon a empêché Rhodos de se régénérer. Ce qui est impossible avec une compétence ordinaire. Elle pense que c'est seulement possible avec une chose. Rhodos comprend aussi que notre garçon est un autre joueur aux capacités uniques. Cela fait un moment qu'il n'a pas pris autant chaleur et il admet qu'il n'est pas seulement désavantagé mais que la capacité unique de Kim l'a complètement surpassé. Il demande à notre garçon s'il pense vraiment qu'il n'aurait pas de tour dans son sac pour ses faiblesses. Cela frappe notre garçon qu'il est sur le point d'affronter un berserker. Soudain les muscles de Rhodos gonflent et avant qu'il ne le sache, il devient super énorme. Il ressemble à Hulk, mais plutôt à une version bon marché d'un magasin discount. Elle et Liu crient à leur maître, l'avertissant de faire attention. Rhodos se précipite vers lui avec une force folle, laissant une grosse empreinte sur le sol. En un clin d'œil, il est juste devant lui, prêt à riposter. Il dit qu'ils sont à égalité maintenant. Rhodos lève son épée pour frapper, et notre garçon est pris au dépourvu. Alors que Rhodos balance, un énorme nuage de poussière se soulève autour d'eux. Les autres combattants s'arrêtent, confus par le nuage de poussière soudain, malgré la pluie battante. Carlan pense que notre garçon est fichu. Berserker est le mouvement de Rhodos qui lui donne un coup de pouce temporaire dans ses compétences de combat, mais cela épuise sa capacité à se guérir. Il ne le sort pas souvent, car les conséquences peuvent vraiment le mettre à terre une fois que cela s'estompe. Sortie de nulle part, Suku saute et demande à Carlan ce qu'elle regarde. Il lui dit qu'elle ne l'a pas encore battu et la met en garde de ne pas baisser sa garde. Abattu, puis, sans réfléchir une seconde, il tire des cristaux de glace sur elle comme des balles. Elle parvient à les esquiver. Carlan s'en moque, disant qu'il n'a rien appris et que ses attaques ne peuvent pas la toucher. Elle est presque sûre de pouvoir l'affronter sans Rhodos. Alors qu'elle s'apprête à frapper Suku par derrière, il sourit comme s'il attendait cela. Ceci, elle le sous-estime complètement. Il active son pouvoir zéro absolu et soudain elle se sent commencer à geler en s'approchant de lui. Suku révèle qu'il se retenait pour économiser de l'énergie, mais maintenant que Kim est là, il est prêt à se déchaîner. Kim n'en revient pas et fait remarquer que son camarade a l'air complètement détruit. Mais Suku lui dit de ne pas tirer de conclusion hâtive. Alors que la poussière se dissipe, nous voyons qu'il a en fait poignardé Rhodos avec 2 épées. Carlan n'en croit pas ses yeux, elle a du mal à comprendre comment il a réussi à maîtriser Rhodos dans son moment de plus grande force. Formelle, elle ne comprend toujours pas. Suku se tourne alors vers Carlan et lui lance un défi, voir si elle peut bloquer son prochain coup. Il active un mur de glace qui se précipite vers elle. Carlan est prise au dépourvu et réalise qu'il est trop tard pour s'échapper. Soudain, une énorme montagne de glace se dresse au-dessus des bâtiments environnants. Les joueurs de la guilde Kane sont stupéfaits par ce qu'ils voient. Carlan est complètement coincé dans un mur de glace. Suku pense qu'il est allé trop loin cette fois, mais honnêtement, Carlan avait dépassé les bornes trop de fois. Il se concentre sur notre garçon, curieux de savoir si le combat de Kim est terminé. Pendant ce temps, Liu crie à son maître pour demander ce qui se passe. Notre garçon a du mal à retirer ses épées de Rhodos, car ses muscles sont trop tendus. Rhodos sourit avec suffisance et reste là, imperturbable. Soudain, il se poignarde avec sa propre épée pour attaquer Kim, qui est derrière lui. Mais notre garçon esquive habilement le coup surprise. Rhodos trouve cela divertissant. Il retire sans effort son épée de son propre corps et admet qu'il pensait auparavant que la Corée n'avait rien dont elle pouvait être fière, à part le roi démon et Lee Sun-ho. Cependant, maintenant il reconnaît qu'il y a 2 autres joueurs à leur niveau. Il déclare que le vrai combat est sur le point de commencer. Soudainement, quelqu'un appelle notre garçon, c'est Sung-hoon. Il les presse de finir rapidement et explique que Lee Sun-ho est en route. Pendant ce temps, Lee Sun-ho arrive aux barricades. Il demande au président s'il est temps de partager ce qui se passe et exige de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Rhodos est furieux,
se demandant pourquoi Lee Sun-ho devait interrompre leur amusement. Il s'amusait vraiment et est prêt à exploser. Chargé vers l'associé, il crie pour qu'il dégage. Sung-hoon est stupéfait de voir Rotos venir vers lui comme ça. Mais notre héros intervient pour sauver Sung-hoon en activant ses liens, attrapant Rotos avant qu'il ne puisse bouger. Il dit avec urgence à Sung-hoon de sortir de là. L'association décide de ne pas intervenir dans le combat à moins d'absolue nécessité. Ainsi, Sung-hoon décide de soutenir la guilde Kane car les choses ont changé. Coincé dans la poigne de Kim, Rotos sous-estime totalement la compétence utilisée contre lui. En un éclair, il se libère des liens par pure force brute et laisse notre gars sous le choc. Rotos charge notre gars, criant que l'intrus est parti. Il est prêt à brandir son épée, déclarant que le combat est officiellement engagé. Il frappe fort et soulève un nuage de poussière, mais ses coups ne font que marquer le sol. Rotos suppose que notre garçon a disparu, puis de nulle part, Kim apparaît derrière lui et dit qu'il sait qu'il est excité, mais le temps presse. Il doit terminer cela rapidement et activer son talent ténèbres élémentaire. Pendant ce temps, du côté des barricades, Lee Sun-ho demande au président ce qui se passe à l'intérieur. Il se demande si c'est Grigori que le président utilise pour garder la zone de manière aussi intimidante et s'il y a un plan pour les affronter directement. Le président clarifie qu'il y a eu un malentendu. L'association a demandé leur coopération et ils... D'accord. Cependant, Lee Sun-ho pense à cette soi-disant coopération et a du mal à l'accepter puisque le maître de guilde des Phaistos, dont la base est ici, a reçu un avis d'expulsion. Lee Sun-ho affirme qu'il souhaite seulement aider à prévenir la rupture. Il n'y a vraiment aucune bonne raison pour que l'association refuse leur aide. Avec un air sérieux, il se demande s'il y a quelque chose qui se passe au sein de l'association qu'ils essaient de leur cacher. Le président dit à Lee Sun-ho de se détendre et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ils maintiennent simplement la barrière pour éviter plus de dégâts et ne veulent pas risquer la vie de quelqu'un avec des renforts supplémentaires. Agacé, Lee Sun-ho demande au président s'il pense qu'il n'est qu'un simple renfort inutile. Le président est pris au dépourvu pendant une seconde. Puis Lee Sun-ho lance un défi, demandant si le président l'affronterait s'il décidait de forcer le passage. Le président lâche une bombe en annonçant qu'il va partir, laissant tout le monde stupéfait. Les fans de Lee Sun-ho commencent à crier, confus par ce que signifie le président. En réponse, Tae-sik convoque son personnel, ce qui fait froid dans le dos des joueurs furieux d'Héphaïstus, qui expriment leur incrédulité et interpellent l'association. Behemoth, le maître de guilde des Héphaïstos, se prépare à agir, mais Lee Sun-ho intervient. Il propose d'y aller seul, sans aucun compagnon. Il communique ensuite discrètement avec le président, l'assurant de ne pas s'inquiéter. Lee Sun-ho promet qu'il ne révélera aucun secret sur ce qu'il trouve à l'intérieur et jure de soutenir le président. Retour à notre garçon et ses compétences. Les ténèbres élémentales transforment tout son corps en obscurité. Il se tient sur un feu de signalisation et regarde Rotos comme la faucheuse elle-même. Puis il active à nouveau ses attaches, mais cette fois, elles semblent beaucoup plus sombres. Se sentant un peu effrayé, Rotos voit les attaches s'approcher et rit comme un fou, croyant qu'il ne peut pas être attrapé, mais cette fois, il ne peut tout simplement pas se libérer. Il pourrait sembler que Kim a juste changé son apparence avec les ténèbres élémentales. Mais le vrai atout, c'est son effet supplémentaire. La compétence renforce la magie noire, qui partage les mêmes caractéristiques. Rotos est terrifié alors qu'il est entraîné vers notre garçon. Il commence à crier pour sa vie. Notre garçon se prépare à frapper. Puis il pointe son épée vers le visage de Rotos et le poignarde brutalement à la tête. Rotos en a fini. Avec cela, le cannibalisme s'active et tente de transformer Rotos en un égo. Cette fois, notre héros réussit. Il se détend et abandonne sa forme élémentaire de ténèbres, laissant échapper un énorme soupir de soulagement. Il espérait vraiment éviter d'utiliser cette capacité car elle a de sérieuses conséquences sur son corps. Lu intervient, le taquinant sur sa faiblesse. Il minimise la situation, disant que ce n'est pas grave et qu'il a juste besoin de se reposer parce qu'il est fatigué. Kim lui dit d'arrêter de se plaindre. Puis il jette un coup d'œil à ses coéquipiers et voit qu'ils ont pratiquement fini leur part aussi. Enfin, il appelle Rain et suggère qu'il est temps de passer à autre chose. Utilisant ses pouvoirs élémentaires de l'eau, notre héros saute de bâtiment en bâtiment et se précipite vers Dullahan et Hart qui tiennent leur position. En un rien de temps, il apparaît juste devant eux alors qu'ils sont sur le point d'affronter Rogers. Kim, l'air intense, interpelle Rogers et dit que cela fait un moment. Dès que Rogers le repère, il le reconnaît immédiatement comme Kim. Juste avant que notre garçon ne se montre, Dullahan brandit sa hache et commence à se mesurer à Rogers. Rogers est submergé par une vague de peur alors qu'il doit affronter à la fois Hart et Dullahan dans leur moment le plus intense. Forme. Il est totalement confus. Il pensait qu'ils étaient juste un Dullahan et un Lich. Avec son épée sacrée en main, il pense que les battre devrait être un jeu d'enfant puisqu'il les voit juste comme coriaces. Opposant. Il prépare son épée sacrée et exprime qu'ils sont des bons à rien. Disant de ne pas le sous-estimer, il brandit son épée puissante et libère une attaque incroyable sur Hart. Hart devient terrifié et essaie de se défendre de l'attaque. L'attaque de Rogers est puissante et crée une énorme explosion, mais Hart reste debout et l'endure. Rogers croit que ces monstres sont tout sauf ordinaires. Contrairement aux monstres typiques à leur niveau qui se précipiteraient à travers une ouverture après une attaque majeure, Dullahan attend que le Lich se rétablisse à la place. Cela le conduit à soupçonner que leur but n'est pas de le vaincre, mais de gagner du temps. Rogers commence à assembler les pièces et sent que quelque chose ne va pas, car le timing ne semble pas correct. Cela ne ressemble pas à une pause ordinaire. Au moment où il réalise ce qui se passe, il est déjà trop tard. De nulle part, notre héros apparaît et dit « Cela fait un ». Pendant que Rogers, pris au dépourvu et ne le reconnaissant pas, demande qui il est. Notre garçon lui dit qu'il est Kim Ki-gyu. Se précipitant vers Rogers d'en haut, il se prépare à frapper. Rogers le reconnaît et réalise qu'il est Kim. Il prépare son épée sacrée pour déclencher une attaque puissante pour le contrer. Dullahan ne pouvait pas croire que Rogers ne s'était pas donné à fond jusqu'à maintenant. Notre héros, plein d'énergie, saute sur Rogers, prêt à frapper avec les deux épées. Mais juste avant qu'il n'attaque, Rogers se souvient soudainement du conseil concernant les épées de Kim. Le maître de la guilde de fer l'avait averti que Kim pouvait absorber la puissance de l'épée sacrée. Alors, au lieu d'essayer de bloquer le coup, Rogers esquive sur
le côté. Notre héros comprend rapidement que Rogers doit avoir compris son plan de jeu, probablement à cause de l'avertissement de la guilde de fer. Il se sent reconnaissant envers Hart et Dullahan pour leur persévérance, et il montre leur respect en étant capable de suivre ses ordres. Ensuite, notre garçon leur dit de se détendre et de se reposer. Ils reviennent rapidement vers lui dans son pendentif de pluie. Rogers est complètement déconcerté par ce qui vient de se passer. Il ne peut pas comprendre cette démonstration de pouvoir et se demande si notre garçon a causé la rupture. Pourtant, il chasse cette pensée car ce n'est pas la chose la plus importante à ses yeux en ce moment. Il est juste étonné de voir à quel point notre garçon est devenu fort en si peu de temps. Pendant ce temps, Kim est excité et prête à jouer à chat, tandis que Rogers s'énerve à propos de tout ce qui se passe. Le duel commence avec des affrontements résonnant tout autour. Avant longtemps, Suku et Sung-Hoon arrivent. Suku n'en revient pas de voir à quel point Kim est devenu plus fort depuis leur dernière confrontation. Notre garçon, s'amusant bien dans le duel, se tourne vers Rogers et lui demande ce qui se passe avec lui. En maniant habilement son épée, notre garçon poignarde rapidement Rogers à la jambe et se demande pourquoi il est si faible. C'est la même question que Rogers avait posée à Kim alors qu'il le torturait. Elle lui dit d'arrêter de jouer et de l'achever. Déterminé à finir, notre garçon se précipite pour porter un coup sérieux. Rogers devient très terrifié en voyant l'attaque arriver. Il n'arrive pas à croire tout cela car Kim était plus faible qu'un asticot il y a quelques mois au Pen. Il est trop tard pour que Rogers esquive, alors il décide de le bloquer à la place. Pendant ce temps, le maître de la guilde de fer est dans son bureau et pense que Rogers est probablement arrivé en Corée maintenant. Son associé demande s'il est vraiment sûr de ce mouvement, vu qu'il a envoyé Rogers avec une épée sacrée pour affronter quelqu'un qui peut absorber son pouvoir. Mais le maître de la guilde a totalement confiance en lui, car il avait déjà averti Rogers des risques. Mais bon, cela n'a pas vraiment d'importance, puisque cette épée n'est pas une simple épée sacrée. Au moment où Rogers réalise ce qui se passe vraiment, il sera trop tard. Dans le feu de l'action, il parvient à bloquer l'attaque, laissant tout le monde, y compris lui-même, choqué et confus. Rogers ne peut se défaire du sentiment que quelque chose a été absorbé, mais cela ne semblait pas être le cas avec Kalion. Elle explique qu'il soupçonnait quelque chose d'étrange depuis un moment, car cette chose n'est pas une épée sacrée. Lu explique qu'on pourrait l'appeler une épée sacrée corrompue. C'est peut-être un peu exagéré de l'appeler ainsi. Au lieu de cela, c'est plus proche d'une épée démoniaque. Rogers dit à notre garçon qu'il n'est finalement pas si exceptionnel. Il est maintenant déterminé à tuer notre garçon de la manière la plus atroce possible. Notre garçon demande à Lu s'il ne peut pas faire quelque chose, puisque c'est démoniaque. Épée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Lu l'explique mieux pour qu'il puisse comprendre. Rogers demande pourquoi il marmonne tout seul et lui dit que ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Puis Rogers fonce en avant, déterminé à tailler notre garçon en pièces. Pendant ce temps, l'associé de la guilde de fer réalise que ce n'est pas une épée sacrée normale, et admet, surpris, que le maître de guilde pense si hautement de Rogers. Mais le maître de guilde dit qu'il suppose que son associé pourrait dire cela. Dans une autre scène, Kim esquive habilement les attaques de Rogers, mais se mélange un peu quand il repère quelque chose d'inhabituel. Sung-Hoon s'inquiète pour Kim et lui crie de faire attention. Mais Suku lui dit d'attendre car il sent que quelque chose ne va pas. Sorti de nulle part, notre garçon donne un coup de pied à Rogers et l'envoie s'écraser face contre terre. Rogers frappe le trottoir comme une brindille fragile. Kim est perplexe car il semble que Rogers s'affaiblit vraiment. Elle intervient pour expliquer que c'est à cause de l'épée. Elle lui dit que c'est une épée sainte corrompue qui donne initialement du pouvoir à quiconque la manie. Rogers essaie également de comprendre ce qui arrive à lui. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que l'épée finit par drainer tout le pouvoir de son porteur, le laissant complètement épuisé. Pendant ce temps, l'associé de la guilde de fer comprend qu'elle vole le pouvoir et le rend à son véritable propriétaire. Il se demande si cela va rendre plus difficile l'obtention d'une place en Corée et sait que si Rogers devient faible, ce sera un revers majeur. Mais le maître de guilde lui dit de ne pas s'en soucier, car Nine est très méticuleux et minutieux. Cette épée prend son temps et elle avalera Rogers tout entier avant même qu'il ne soupçonne quoi que ce soit de suspect. Voilà comment Rogers servira de tremplin à la vengeance du maître de la guilde de fer, qui devrait se dérouler au cours des 6 prochains jours. Moi, le maître de guilde, pense que le pouvoir de Nine sera épuisé en peu de temps. Pendant ce temps, malgré ses blessures et ses tremblements, Rogers refuse d'abandonner. Il fonce pour attaquer et exige de savoir ce que notre garçon lui a fait. Cependant, Kim balance simplement son épée vers Rogers, qui charge et tranche instantanément son bras. L'épée corrompue s'envole alors que Rogers hurle de douleur, rampant pour récupérer son arme. Notre garçon s'avance vers lui et révèle qu'il a planifié sa vengeance pendant 2 mois, seulement pour que cela se termine de façon anticlimatique. Lou l'encourage à en finir. Bernard exprime son mépris pour le vieil homme et elle est d'accord, croyant qu'il mérite une punition adéquate. À ce moment-là, notre garçon appelle Rogers. Il sort quelques potions et demande à Rogers de lui donner sa main. Puis il commence à verser la potion sur les mains de Rogers, laissant Rogers confus par ce geste inattendu. Rogers éclate de rire, disant que s'en prendre à la Iron Guild ne sert à rien, et qu'il a de la chance d'être encore en vie. Kim le met au défi, lui demandant s'il se rend même compte du pétrin dans lequel il se trouve, et lui dit de vérifier sa fenêtre de statut. Lou intervient, soulignant comment Rogers agit comme si tout allait bien, alors que la potion n'est même pas attachée à sa main. Lorsque Rogers vérifie son statut, il est choqué de découvrir qu'il est tombé au niveau 1. Il ne peut pas... Crois-le. Kim le presse et lui demande s'il comprend ce que cela signifie. Mais Rogers est trop perdu dans sa haine de soi, se traitant lui-même de bon à rien pour être à un si bas niveau. Sortant de nulle part, Kim frappe Rogers et lui dit d'arrêter de se dévaloriser tout en demandant s'il veut vraiment se faire démolir comme ça. Bernard est confus, essayant de comprendre pourquoi Kim est si contrarié. Kim rappelle à Rogers qu'il est aussi au niveau 1. Il demande ce qui est si terrible à être au niveau 1, lui rappelant que même les meilleurs joueurs commencent là et se demandant si Rogers pensait qu'il aurait 1 tonne de niveau dès le début. Puis ils ont remarqué que la barrière commençait à s'estomper. Sung-Hoon prévient tout le monde que la barrière vient de s'ouvrir et que Lee Sun-Ho arrive vers eux. Kim dit à Rogers de se considérer chanceux. Il ouvre un portail et pousse Rogers dedans, disant à Hart de s'assurer qu'il reste en sécurité. Il demande aussi à Hart de
s'occuper de l'épée sacrée, et Art, d'accord. Lou et elle lancent des avertissements, et notre garçon sent une énorme quantité de mana approcher de loin. Dans un éclair de lumière, Lee Sun-ho se montre et fait des commentaires sur la bizarrerie de toute cette situation. Il n'arrive pas à comprendre que ce soit juste une simple pause. Il se demande si Kim Ki-gyu est vraiment celui qu'il pense. Notre garçon demande comment Lee le connaît, mais il est clair que la guilde Angela de Lee Sun-ho a un réseau d'informations solide. Même lui ne peut pas comprendre ce qui se passe vraiment, donc il veut l'entendre directement de notre garçon. Sung-gun intervient pour se présenter, disant qu'il travaille pour l'association. Il explique qu'ils ont presque fini de réprimer la rupture, mais qu'il y a eu des pertes parmi les joueurs de la guilde de fer. Lee Sun-ho trouve cela hilarant, soulignant qu'il est assez évident qu'ils étaient ceux qui ont abattu la guilde de fer. Il mentionne un accord qu'ils ont avec la guilde de fer. Ils ont promis de laisser Lee Sun-ho rencontrer quelqu'un qui a quelque chose qu'il veut, qui est un élixir. Actuellement, une seule personne a cela en sa possession. Lee Sun-ho dit à notre garçon de montrer au roi démon, sinon il ne veut pas voir son successeur réduit en morceaux. Tout le monde est là, complètement abasourdi. Lee Sun-ho demande si quelqu'un qui se prétend un apôtre, ou un, devrait vraiment jouer sale. Et soudain, un portail commence à s'ouvrir. Puis le roi démon apparaît, disant qu'il vient de gâcher une réunion dramatique avec son apprenti. Notre gars est assez choqué de la voir. Elle lui jette un regard et dit que ça fait un moment. Sung-gun est sous le choc qu'elle soit le roi démon et Sukwoo ne trouve pas les mots non plus. Elle remarque à quel point ses amis ont l'air stupéfaits et le commente. Il n'arrive pas à croire qu'elle était si proche de lui sans qu'il ne la remarque du tout. Mais il est content qu'elle ne soit pas une ennemie. Lou est assez impressionné par ses compétences en furtivité, disant qu'elles sont bien plus avancées que celles de Young-chul. Soo-jung s'attendait à une réaction plus enthousiaste à la grande révélation, mais elle s'en moque et dit qu'ils peuvent en parler plus tard. Puis elle se tourne vers Lee Sun-ho en mentionnant qu'elle a entendu dire qu'il a besoin d'un élixir. Il confirme qu'il en a effectivement besoin. Elle n'est pas surprise, notant que son vaisseau est vraiment contaminé. Elle demande s'ils sont assez proches pour qu'elle puisse simplement lui donner une potion gratuitement. Lee Sun-ho propose de faire un marché, mais le roi démon n'est pas intéressé. Elle explique que même avec un élixir, cela n'empêchera pas son corps de se détériorer et ne fera que retarder l'inévitable. Elle souligne qu'utiliser un élixir pour cela serait un peu du gâchis compte tenu de sa valeur. En entendant cela, Lee Sun-ho se prépare au combat et appelle son épée, disant qu'elle ne lui a laissé aucun choix. Sung-gun et Sukwoo sont choqués par le changement soudain, mais le roi démon reste calme. Kim est sans voix. Maintenant, Lee Sun-ho tient deux épées blanches comme neige, et notre garçon se demande si ce sont bien celles qu'il pense. Lou confirme qu'il s'agit d'épées sacrées encore plus puissantes qu'elle. Le roi démon demande à Lee Sun-ho s'il est sûr de cela et l'avertit que peu importe sa force, il devra affronter une bataille difficile contre Bal et elle. De plus, cet endroit est sur le point de se transformer en mer de feu. Elle lui rappelle qu'il déteste tuer, il répond que la nécessité ne connaît pas de loi, et elle est d'accord que les mendiants ne peuvent pas être des choix. Puis elle s'éloigne de Lee Sun-ho et se rapproche de Bal en lui demandant de lui passer un élixir sans réfléchir. Sukwoo et Sung-gun n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils tombent sur un élixir. Le roi démon demande ce qu'elle obtiendra en retour de faire un accord. Lee Sun-ho s'avance et dit qu'il épargnera tout le monde ici, y compris son apprenti. Elle rétorque que cela ressemble plus à une menace qu'à un véritable accord, en lui disant qu'il ne vaut pas mieux qu'un voyou. Alors qu'elle lui lance l'élixir, elle insiste pour qu'il promette de ne pas faire de mal à son apprenti pendant une année entière. Il prend l'élixir et accepte ses conditions, lui donnant sa parole. Juste au moment où il est sur le point de partir, le roi démon l'arrête et exige qu'il jure sur son dieu. Non, il marmonne quelque chose sous sa respiration et laisse Kim complètement confus alors qu'il regarde tout. Déplié. Puis Lee Sun-ho disparaît soudainement de la scène. Sung-gun se sent accablé par la pression comme s'il pouvait suffoquer. Le roi démon regarde les amis de Kim et se demande s'ils sont ses alliés. Elle se demande ensuite si elle peut leur faire confiance pour gérer la situation, car elle et son apprenti doivent être ailleurs. Kim se sent confus et commence à la questionner, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ils disparaissent en un instant. Sukwoo et Sung-gun restent sous le choc alors qu'ils essaient de tout comprendre ce qui vient de se passer. Alors que notre garçon commence à revenir à lui, Soo-jung et Bal discutent de la façon dont il a réussi à utiliser l'œil démoniaque. Lou appelle son maître pour qu'il se réveille et Soo-jung remarque qu'il est finalement réveillé. Lorsqu'il se redresse et regarde autour de lui, il réalise qu'il est dans le sous-sol de sa propre maison. Il est confus quant à la façon dont elle est soudainement apparue et semble savoir où il habite. Il ne peut s'empêcher de ressentir qu'elle le surveille, surtout depuis qu'elle a mentionné l'œil démoniaque comme un moyen pour eux de communiquer. Puis elle lâche la bombe qu'elle peut voir tout ce qu'il voit à travers celui-ci. Ce qui le rend fou à propos de sa vie privée étant totalement envahi. Soo-jung trouve sa réaction mignonne et demande en plaisantant s'il est gêné. Elle le rassure en lui disant que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, Kim demande pourquoi elle est chez lui, mais Soo-jung retourne habilement la question et se demande si un maître ne peut pas lui rendre visite au apprenti. Elle mentionne aussi qu'elle a manqué sa pendaison de crémaillère. Il ne peut pas contredire sa logique, d'autant plus qu'il lui doit en quelque sorte pour avoir utilisé 3 de ses précieuses potions pour l'aider. Il est prêt à l'interroger sur ce qu'elle est vraiment parce qu'elle a l'œil démoniaque, mais Soo-jung l'interrompt. Elle comprend qu'il a beaucoup de questions et promet de le mettre au courant plus tard. Mais ensuite, elle lâche une bombe, disant qu'il y a quelque chose de bien plus important dont elle veut parler. Maintenant, il est extrêmement curieux de savoir ce qui pourrait être plus important que les élixirs, l'œil démoniaque et Lee Sun-ho. Puis, elle pose son café et demande si elle peut rester chez lui pendant un certain temps. Il reste là, complètement figé et sans voix. Chez lui, Soo-jung rencontre sa mère et est impressionné par sa peau impeccable et commente qu'elle a l'air d'être encore à l'université. La mère de Kim est également impressionnée par la gentillesse de Soo-jung. Soo-jung complimente la beauté de Hee-jung et demande si c'est le résultat de ses soins pour leur mère.
Huijung demande ensuite où son frère a rencontré une si belle femme, exprimant sa surprise car elle pensait toujours qu'il avait une préférence pour les hommes. Notre garçon écoute la conversation, se demandant comment les choses sont devenues si gênantes. Sa sœur n'arrête pas de le pousser à propos de l'endroit où il a rencontré quelqu'un d'aussi mignon que Soo-jung, et il cherche désespérément une issue à cette situation inconfortable. Quelle que soit l'histoire qu'il invente, il sait qu'elle ne plaira ni à sa mère ni à sa sœur, dont l'imagination débordante est alimentée par toutes les émissions qu'elle regarde à la télévision. Il est transpirant, essayant de trouver quoi dire. En regardant simplement dans les yeux de sa sœur, il réalise que s'il donne une réponse vague, elle continuera à creuser. Il pense qu'il doit y avoir une issue, espérant un miracle. Puis ça lui vient à l'esprit. Il se lève d'un bond et commence à penser à un chiot, ce qui déroute totalement sa sœur. C'est son coup secret pour changer de sujet. Il lâche qu'il a adopté un chiot. Curieux, tout le monde commence à demander où il se précipite. Il appelle Rain, lui demandant de rétrécir. Forme, la pluie l'accompagne et en quelques instants se transforme en un adorable petit chiot. Huijung s'illumine quand elle aperçoit le chiot adorable. Elle le ramasse, fascinée par sa race, et se demande si sa fourrure est teintée. Elle demande comment s'appelle le chiot et si elle peut le nommer elle-même. Notre garçon avec le chiot clarifie les choses, disant qu'il ne l'a pas teint et qu'il l'a nommé Rain. Déjà, cela rend Huijung vraiment heureuse et elle dit que pour la première fois, il semble vraiment cool. Il repense aux années où c'était lui qui rapportait l'argent à la maison et se demande ce qui a changé. Soo-jung intervient, disant que finalement quelqu'un réfléchit correctement, mais notre garçon l'ignore simplement. Soo-jung prévoit de se détendre aujourd'hui, mais comme notre garçon a fait un effort, elle décide de parler avec son apprenti. Bal a déjà réservé une place pour eux. Devant un café, notre garçon est au téléphone avec Sung Hoon. Il s'excuse de son départ soudain et dit à Sung Hoon de gérer les choses puisqu'il lui laisse tout. En entrant dans le restaurant, il se sent mal de faire nettoyer le désordre qu'il a laissé derrière lui à tout le monde. Soo-jung remarque l'expression de Kim et demande ce qui se passe dans sa tête. Il se demande si elle peut lire dans les pensées, mais elle rit en disant que ses sentiments sont plutôt évidents. Elle le rassure en disant que les pros s'occupent de tout, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Il n'arrive toujours pas à se débarrasser de la culpabilité. Il demande si c'est cool de discuter dans un café, puisque les cafés de la tour ont des barrières insonorisées. Soo-jung dit que la barrière de Bal est bien meilleure que celle à petit budget et que personne ne les entendra ou ne les remarquera du tout. Maintenant, Soo-jung veut savoir ce que notre garçon veut demander. Premier, il a beaucoup de choses en tête, mais tout l'épisode avec Bal et Soo-jung plus tôt semblait un peu irréel. Il réalise qu'il ne l'a pas remarqué à l'époque à cause de tout le chaos. En pensant à l'affrontement entre le roi démon et Lee Sun-ho, il demande hésitant à Bal s'il est un joueur. Puis il reformule, demandant si Bal est même humain. Soo-jung le félicite pour son instinct, si c'est par là qu'il a commencé. Elle plaisante en se demandant pourquoi il ne demande pas simplement à son épée à la place. Lu intervient et dit qu'il ne l'a pas mentionné auparavant parce qu'il n'était pas sûr, mais que cette entité, Baal, est un démon. En fait, il est l'un des archidémons et une manifestation du mal ancien. Baal s'agenouille et salue Lu comme le tout-puissant, le souverain suprême des démons. Kim est stupéfait de voir Baal agir ainsi. Même Lu semble surpris. Lu répond juste avec un ricanement. Kim mentionne que même son épée émet un ricanement en réponse. Soo-jung éclate de rire, les larmes coulant sur ses joues. Elle trouve toute la situation hilarante et demande à Lu s'il s'appelle vraiment Lu maintenant, et il confirme cela. Notre garçon est surpris et demande si Soo-jung peut entendre la voix de l'épée. Elle dit qu'elle peut, de plus elle entend l'épée sainte nommée Elle et le petit enfant coincé dans sa poitrine. Lu mentionne que c'est logique puisqu'ils partagent une vision. Notre garçon se tient là, essayant de comprendre tout cela. Soo-jung lui assure que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Soudain, Kim crie qu'il le savait et dit qu'elle peut lire dans les pensées, mais Soo-jung clarifie immédiatement qu'elle ne peut pas. Elle ne peut savoir ce qu'il pense que quand il essaie réellement de communiquer avec elle. Elle, s'il ne fait pas d'effort, elle ne comprend rien. Lu la soutient là-dessus, notre garçon se gratte la tête, se sentant débordé. Il décide de prendre les choses une étape à la fois. Soo-jung fait remarquer que son apprenti semble un peu lent, ce qui Lu est d'accord avec, mais elle et Brunhart ne sont pas ravis de ce commentaire. Soo-jung explique que la personne que Baal respectait n'était pas seulement Lu, mais en fait notre garçon lui-même. Il est choqué d'entendre ça. Lu se met en colère, disant que Baal est l'un de ceux qui l'ont trahi dans le passé. Soo-jung explique que Baal faisait partie des commerçants qui ont déclenché la rébellion lorsque le roi démon a été enfermé. Que Baal montre du respect à quelqu'un comme ça, en tant que subordonné, signifie beaucoup. Lu, rempli de colère, le traite de salaud. Soo-jung décide qu'il est temps de tourner la page et les ramène au principal. Sujet. Elle suggère de discuter d'abord de l'œil démoniaque, ce qui attire l'attention de Kim. Soo-jung est sûr qu'il a beaucoup de questions, surtout depuis qu'il vient de débloquer l'œil démoniaque. Même Lu n'en sait pas beaucoup sur le sujet. Cette fois, Soo-jung pose sa propre question à notre garçon. Elle lui demande d'expliquer exactement comment il a éveillé l'œil démoniaque, car c'est considéré comme le symbole des démons. Notre garçon est totalement confus à propos de l'œil démoniaque et demande si c'est le pouvoir qu'il a reçu de haut. Lulu le met au clair, disant que ce pouvoir ne peut pas être transmis. Notre garçon a du mal à comprendre et se demande s'il a toujours eu ce pouvoir. Elle intervient pour expliquer que même si Soo-jung a peut-être aidé à le déclencher, c'est lui qui l'a réellement fait se manifester. Soo-jung le confirme et est surpris qu'il ait réussi à manifester l'œil démoniaque. Lu demande si l'un de ses ancêtres est un démon. Mais notre garçon est sceptique puisque sa mère est juste un être humain ordinaire. Lu demande alors à propos de son père. Notre garçon réfléchit un instant, mais n'est pas sûr. Soo-jung trouve cela vraiment intéressant et souligne que l'œil démoniaque n'est pas quelque chose de rare. Tous les démons de haut rang en ont un, mais il y a des yeux démoniaques spéciaux et son œil violet est parmi les uniques. Un curieux, notre garçon demande ce qu'elle entend par spécial. Soo-jung explique que la couleur des yeux d'un démon indique son rang. Le vert est le plus bas, le rouge est de niveau moyen et le violet
violet qui là signifie la royauté. Ceux qui ont les yeux violets sont au sommet de la hiérarchie démoniaque et rien ne les surpasse. Sujung ajoute qu'elle peut utiliser tout type d'yeux démoniaque. Lu n'est pas d'accord et dit que c'est impossible même pour lui. Elle explique que parce qu'il est un démon complet, il ne peut avoir qu'un seul type d'œil démoniaque contrairement à elle. Cela amène notre garçon à se demander si elle est humaine puisque l'œil démoniaque représente les démons. Sujung clarifie qu'elle est un cas spécial, insinuant qu'il pourrait en être un aussi. Tout à coup, elle soulève légèrement son haut pour le taquiner et il panique. Il ferme rapidement les yeux, se sentant embarrassé et se demandant ce qui se passe. Lu regarde simplement et lui dit d'arrêter de paniquer et de jeter un œil. Après un moment d'hésitation, notre garçon ouvre les yeux et voit que Sujung a seulement soulevé sa chemise à mi-chemin, révélant juste assez mais pas trop. Au lieu de quelque chose de scandaleux, elle montre un bijou en forme de chat. Elle explique que cela vient d'une greffe de démon et est en fait l'autre visage de Baal, ce qui la rend mi-humaine et mi-démon. Tout comme Lu, Baal a un pouvoir de prédateur, mais il vient avec des limites et des effets secondaires. Baal peut consommer des démons et absorber leur pouvoir. Sujung n'a jamais pensé que notre garçon éveillerait l'œil démoniaque, mais elle avait le sentiment qu'il était spécial. Maintenant, elle sait qu'il a le potentiel de l'aider à réaliser son rêve. Quand il demande quel est son rêve, elle révèle la vérité. C'est la raison pour laquelle les gens croient qu'elle est la reine démoniaque et elle veut l'éliminer. Le jour où la guilde de fer a ouvert sa branche en Corée, chaque membre a été anéanti. L'association a géré les conséquences, mais la presse et le public se sont calmés. Le témoignage de Lee Sun-ho a aidé à apaiser les choses, montrant que les meilleurs joueurs étaient légitimes. La guilde du fer a pris la tragédie avec calme. Ils avaient peut-être des soupçons, mais ils ont juste présenté leurs condoléances aux familles. Leur réponse posée a conclu le tout, même si les gens avaient encore des questions. Plus tard, notre garçon rend visite aux membres tombés lors de leur mission. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de pertes, cela pèse toujours lourd sur lui. Elle essaie de le réconforter en disant que ce n'est pas de sa faute. Lu intervient et dit qu'il leur a donné un choix et que c'était à eux de le prendre. Quand il rentre chez lui, notre garçon annonce son retour. Sujung le salue et il lui demande si elle se met vraiment à l'aise. Elle explique qu'elle n'avait nulle part où dormir. Il se moque d'elle parce qu'elle parle la bouche pleine et elle insiste qu'elle n'avait pas le choix. Il se demande où elle logeait avant cela. À la fin, notre garçon n'arrive pas à obtenir plus de détails d'elle. Il pense qu'il n'est pas encore qualifié car il doit encore passer le 50e étage. Il se renseigne ensuite sur l'endroit où se trouvent sa mère et sa sœur. Sujung l'informe qu'elle dîne avec la pluie. Alors qu'il est sur le point d'enlever sa chemise devant le miroir, il se rappelle soudain de quelque chose. Important. Il se précipite et demande à Sujung si elle peut tout voir à travers son œil démoniaque. Elle confirme que oui et en même temps, elle aperçoit ses abdominaux bien définis. Il lui demande de faire quelque chose à ce sujet car il ne peut même pas aller aux toilettes dans cet état. Elle lui assure qu'elle ne regardera pas dans ces situations. Elle explique qu'elle ne le fait pas parce qu'elle le veut. Elle évalue seulement la situation en évitant tout contact direct. Notre garçon insiste pour qu'elle fasse quelque chose à ce sujet et lui demande si elle n'en a plus besoin. Elle demande s'il en est sûr et s'il ne le regrettera pas. Il dit « il ne le fera pas ». Elle explique que pour désactiver la vision partagée, elle doit extraire l'énergie qu'elle a imprégnée en lui. Comme il a éveillé l'œil démoniaque, elle doit reprendre son influence. Elle avance d'un pas, lève son talon et se penche en avant, créant le moment le plus romantique avant de l'embrasser passionnément. Tous les égos sont gênés. Notre garçon recule de surprise et demande pourquoi elle a fait ça. Voyant sa réaction, Sujung devine que c'était son premier baiser. Kim est complètement sans voix et embarrassée. Elle désactive la vision partagée. Notre garçon ne perdra pas son œil démoniaque, mais il redeviendra normal. Il a juste reçu un coup de pouce de sa part. Elle ne pourra plus entendre ses égos, ce qu'elle trouvait amusant, mais pas elle et Brunhart, puis elle s'excuse sans réaliser que c'était son premier baiser. Il est furieux, presque prêt à lui donner un coup sur la tête. Sujung demande s'il devrait continuer, et quand il demande où, elle dit le sous-sol. Baal a préparé quelque chose d'intéressant là-bas. Quand notre garçon regarde autour de lui, il est surpris et se demande s'il s'agit vraiment de son sous-sol. Elle est également étonnée par la barrière d'expansion de l'espace. Lu admet que Baal est assez doué pour ces choses-là. Sejong intervient et dit qu'il y a aussi quelque chose appelé annulation d'impact. Donc si elle et notre garçon décident d'y aller à fond, ce ne sera pas un problème. Kim a l'air perplexe et demande pourquoi il voudrait même y aller à fond. Sejong rétorque en demandant si un maître a besoin d'une raison pour s'entraîner avec son élève apprenti. Elle se prépare et dit à notre garçon de venir vers elle car elle est prête à le faire progresser. Lu fait une blague sur son niveau mais notre garçon l'interrompt car il l'avait déjà prévu. Sejong dit qu'il ne reste plus grand chose à lui apprendre maintenant mais que les choses pourraient être différentes s'il réussissait le test du 50e étage. Cet étage est crucial pour les joueurs avec des capacités uniques car il les aide à améliorer leurs compétences ou même à débloquer une nouvelle capacité unique comme Sukwu. Notre garçon se demande si Sejong a écouté leur conversation. Pourtant Sejong insiste sur le fait qu'elle a des conseils à partager. Elle lui dit de faire le premier pas car elle ne veut pas seulement en parler. Alors notre garçon se précipite vers elle avec une vitesse fulgurante et elle est prête à partir. Il lui assène ses deux épées mais elle esquive comme si de rien n'était. Après avoir évité son attaque, elle le surprend. Elle lui demande en riant s'il pensait vraiment l'avoir eu. Et il se rend soudain compte de la rapidité réelle de Lu. Lu intervient et dit que sa vitesse correspond à sa perception car elle reste simplement synchronisée avec ses capacités. Elle souligne que Sejong semble rapide car elle l'a eu juste dans son angle mort et ses compétences de combat folles agacent sérieusement elle, Ners. Sejong demande si notre garçon peut ressentir ses pouvoirs alors qu'elle se prépare à déployer toutes ses compétences de combat sur lui. De nulle part, elle fonce pour attaquer. Juste au moment où il se prépare à contrer, elle apparaît juste à côté de lui. Elle demande où il regarde, lui rappelant qu'elle est juste là.
Elle brandit son épée et explique qu'elle et Lee Sun-ho sont rivaux et ne peuvent pas coexister sans un combat sérieux. S'ils se battaient de toute leur force, aucun ne s'en sortirait indemne, c'est pourquoi ils maintiennent un équilibre lors de les matchs. Avec Kim qui prend les choses en main et Iron Shield qui fait des erreurs, l'équilibre est définitivement perturbé. Notre garçon se demande pourquoi elle en parle maintenant. Soo-jung va droit au but, il doit devenir beaucoup plus fort. Lee Seon-ho leur a donné un an, et s'il n'atteint pas le niveau de puissance d'Iron Shield d'ici là, il est fini. Soo-jung a libéré son aptitude spéciale, les flammes d'encre, et s'est précipité vers lui. Il était prêt, activant son propre pouvoir de mort pour riposter. Baal restait à l'écart, regardant toute la scène se dérouler. Les murs du sous-sol ont commencé à se fissurer sous la pression de leur combat. Une fois que cela s'est calmé, notre garçon avait l'air un peu épuisé. Soo-jung a commenté sur le fait que ses attaques étaient bien plus intenses en personne, probablement à cause de l'influence de Lou. Puis elle se souvient de quelque chose d'important et mentionne qu'ils ont le même âge, donc il pourrait totalement laisser tomber les formalités. Il ne peut s'empêcher de se demander si elle avait vraiment besoin de le mentionner, n'est-ce pas? Puis, pendant ce temps, dans la porte de Brunhart de notre garçon, Rogers lutte pour soulever une grosse pierre. Puis Hart s'approche de lui et l'appelle, il lui lance un morceau de pain en disant que c'est son repas. En voyant le pain, Rogers se précipite pour l'attraper et commence à le grignoter comme s'il avait faim depuis longtemps. Hart dit à Rogers que même mourir serait trop clément pour une ordure comme lui. Tout cela est dû à la bienveillance de son grand maître. C'est lui qui a eu la gentillesse de rattacher les mains de Rogers. Hart sort un fouet et frappe brutalement Rogers, lui disant de retourner travailler. Rogers tombe au sol complètement épuisé et battu. Jusqu'à, il jure qu'il tuera Iron Shield. Hart comprend aussi que Rogers a tourné sa colère vers une nouvelle cible. Il réalise que notre garçon utilise ce salaud comme pion pour sa prochaine vengeance et est impressionné par son sagesse. Il sort une carte de construction qui ressemble à une pyramide et se demande pourquoi son maître veut que Rogers construise quelque chose comme ça. Lou demande quel est le problème avec la tâche. Kim explique que c'est juste pour faire souffrir Rogers un peu plus. Il appelle Monsieur Baal qui lui dit de l'appeler simplement Baal car Kim s'est montré digne. Après cela, Kim l'appelle Baal et demande comment se déroule le projet. Après avoir vu un sort magique de Baal, Kim se sent un peu confus. Plus tôt dans le sous-sol, Baal a demandé s'il pouvait entrer dans la porte de Kim, disant qu'il y avait beaucoup à rechercher. Soo-jung explique que Baal connaît beaucoup d'énergie noire et qu'il sera certainement utile d'une manière ou d'une autre. Kim ne peut pas se débarrasser du sentiment étrange à propos de Baal. Lou ajoute que même si Baal est un traître, il a des compétences sérieuses. Compétences. Baal appelle Kim disant que tout est terminé. Kim est perplexe et demande ce qu'il veut dire par là. Baal explique que sa porte consomme beaucoup d'énergie, comme un appareil électronique qui a tendance à surchauffer. Alors il a rassemblé tout l'excès de mana en un seul endroit pour faire des cristaux. Quand Kim entend parler des cristaux, il est curieux mais encore un peu confus. Il demande si ce processus ramènera seulement les cristaux que Brunhart a mangés, puisqu'il n'a pas besoin d'argent en ce moment et les vendre ne serait pas nécessaire. Ed. Baal répond que si le but est seulement de récupérer des cristaux, cela n'améliorerait que légèrement l'efficacité, mais il semble qu'il vise quelque chose de plus spécial, une sorte de cristal transparent. Les cristaux sont utilisés pour fabriquer toutes sortes d'outils magiques et leur valeur dépend de la quantité de mana qu'ils contiennent. Notre garçon examine le cristal transparent, remarquant qu'il est assez unique. Elkan ne ressent presque pas de magie venant de celui-ci et Brunhart est d'accord, il semble vide. Baal intervient en disant que si les cristaux sont authentiques, il y aura des acheteurs prêts à faire la queue, ce qui amène notre garçon à penser qu'il n'y a pas de mal à gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais Baal révèle une vérité choquante. Une fois qu'il découvre sa vraie valeur, même des milliards ne suffiront pas. Curieux, notre garçon demande quelle est leur vraie valeur, mais Baal dit qu'il n'a pas besoin de le savoir maintenant et qu'il le comprendra quand le moment viendra. Baal appelle notre garçon grand maître, mais agit plus comme un pote de pote, partageant des infos seulement quand il le sent. Aimez ça. Kim n'est pas sûr si c'est parce que son extraction de cristal s'est bien passée, mais Baal semble être de bonne humeur ces derniers temps. C'est comme ça qu'il apprend que la porte est en fait un territoire. Baal précise que c'est un territoire abandonné. Notre garçon demande si cela signifie qu'il est gouverné par quelqu'un ou si des démons peuvent en prendre le contrôle. Baal dit que c'est possible, mais que les démons ne sont pas les seuls à pouvoir revendiquer des territoires. Notre garçon se demande à qui d'autre Baal pense et pourquoi ils ont abandonné ces territoires pour finir sur Terre. Baal commence à conclure, disant qu'il a probablement trop partagé. Déjà, il explique que les territoires abandonnés n'ont pas été laissés derrière exprès, ça s'est juste passé comme ça. Certains sont encore occupés, et si notre garçon veut en savoir plus, il devrait grimper la tour. Une fois qu'il aura obtenu de nouvelles qualifications après avoir franchi le 50e étage, Baal révélera tout. En bas dans le sous-sol, notre garçon a un autre combat d'entraînement sauvage avec le démon, Roi. Ils se donnent tous les deux à fond dans ce duel hilarant. Soo-jung souligne qu'une fille magnifique comme elle fait l'effort de venir vers lui, pourtant il continue de fuir. Il remarque qu'elle l'approche différemment et se demande comment il ne peut pas fuir le roi démon. En entendant cela, Soo-jung semble un peu blessé. Puis elle le charge pour une attaque sérieuse. Il la voit venir et parvient à se défendre. Soo-jung n'en revient pas qu'il l'ait contré. Il propose de reprendre la leçon car il l'attend avec impatience. Soo-jung répond que la mort peut être puissante, mais que ce n'est pas le coup ultime, demandant ce qu'il fera si un coup ne suffit pas. Lou réalise que ce n'est que sa compétence de base. Soo-jung se précipite ensuite vers lui avec une puissance massive. Ils déclenchent tous deux leurs coups, créant une énorme vague d'énergie. Mais son coup est bien plus puissant et envoie notre garçon voler. Elle le prévient que se reposer uniquement sur ses pouvoirs améliorés rendra ses mouvements prévisibles. Demandez s'il pense vraiment que cela fonctionnera sur le fer. La mention du fer le met en colère. Il saute sur Soo-jung pour une attaque sérieuse cette fois. Il met vraiment tout dans celui-ci, la frappant avec un coup puissant. Lou active sa capacité de synchronisation améliorée, utilisant 70% des compétences de Lego. Voyant l'attaque forte arriver, Soo-jung est sérieusement impressionné. Kim a l'air confus alors que Lou explique qu'à mesure que la synchronisation augmente, son contrôle sur la mort s'améliore également. Notre garçon se sent complètement déconcerté par l'ambiance étrange, mais est plus que satisfait, comme s'il comprenait enfin. Soo-jung pense que tout cela est absurde. Elle avance, le saisit par sa chemise
prise et le balance violemment, l'envoyant voler à travers la pièce. Sous-sol, il s'effondre au sol avec un impact massif, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Soo-jung lui demande s'il a enfin repris ses esprits et se demande si elle doit le trouver incroyable ou non. Notre garçon est juste confus sur ce qui s'est passé et elle explique que son apprenti a failli perdre le contrôle. Elle lui demande ce qu'il a ressenti puisqu'il a failli être englouti par les ténèbres. Il est perplexe à propos de cette histoire de ténèbres et se demande pourquoi elle a l'air émotionnelle. Elle imagine qu'il doit se sentir assez bien par rapport à son travail, voyant toute l'humanité comme inférieure à lui. C'est comme ça que fonctionne la magie noire et c'est une des raisons pour lesquelles les démons l'apprécient tant. Puis elle lui dit de trouver un joueur avec 100 épées. Il est confus à propos de qui c'est car c'est lui qui manie des épées avec des pouvoirs incroyables et a remis l'épée sacrée Kalian à Iron et Nine pour les Rojis. Soo-jung insiste sur le fait qu'il doit se procurer une épée sacrée et la renforcer car sa magie noire déséquilibre tout. Elle lui rappelle que la modération est essentielle et qu'il ne peut pas pencher trop dans une direction. Elle attache son voile autour de son cou et souligne qu'ils ont le même âge, se demandant pourquoi il est encore si formel. Il est choqué de découvrir qu'ils ont vraiment le même âge. Et elle confirme que, du moins selon les standards terrestres. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle entend par l'âge de la Terre, elle esquive la question et lui dit de prendre de la nourriture car elle meurt de faim après cet entraînement. Soo-jung se demande si Woo-jung et sa mère sont déjà de retour. Notre garçon ouvre la porte du débarras et Brunhart interrompt en disant qu'il n'est pas un débarras. Il sort son smartphone devinant que sa mère et sa sœur ont dû partir shopping. Il reçoit soudainement un appel de Wang Jichul et pense que le timing est parfait car Wang n'a jamais appelé auparavant. Il se demande pourquoi et répond avec un bonjour mais n'entend rien. Il dit à Wang qu'il ne peut pas l'entendre. Wang essaie de dire quelque chose mais se tait. Kim trouve ça bizarre car ça pourrait être la barrière qui gêne mais il en doute car Baal a tout mis en place pour que les ondes radio passent. Pendant ce temps, le téléphone de Wang est couvert de sang. Il finit par dire à notre garçon de venir à l'atelier immédiatement et dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Juste au moment où il s'apprête à mentionner Min-soo, l'appel est complètement coupé. Notre garçon est laissé choqué et terrifié. La scène passe au bâtiment principal et dans la cafétéria, Sung-yu reçoit un appel de Kim. Il souligne qu'il est illégal pour les joueurs de se précipiter dans les rues, mais il doit aller quelque part, alors il a besoin de l'aide d'un mercenaire. Sung-woo dit qu'il peut gérer ça, mais demande un trajet seulement pour se rendre compte qu'il a déjà abandonné cette option. Kim disparaît simplement dans les airs et traverse la ville à une vitesse incroyable en utilisant du mana bleu jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Maintenant, il est devant le magasin, demandant aux égaux s'ils peuvent sentir quelqu'un autour en descendant les escaliers. Brunhart s'inquiète pour son père et Lou le taquine en plaisantant, en lui demandant s'il parle de sa mère puisqu'il a les égaux avec lui. Puis il suggère en plaisantant que Brunhart pourrait vouloir ressentir un peu de douleur. Concentré, notre héros utilise ses compétences pour voir à travers le mur. Il entre et vérifie si tout va bien. Wang est affalé et il se précipite vers lui, remarquant ses mains écrasées et que tout son équipement a disparu. Il essaie de le réveiller et quand Wang ouvre les yeux, Kim lui offre une portion, mais il refuse. Il dit que c'est la fin pour lui et Gos est totalement d'accord, disant que ce n'est pas suffisant puisqu'il saigne beaucoup. Il rappelle à Wang sa promesse et lui demande de l'aide, ce à quoi il consent. Wang dit qu'il est un innovateur, ce qui le surprend. Il mentionne que même les gobelins étaient difficiles quand il a commencé à jouer. Pourtant, ils se battent pour l'humanité, mais il arrête de grimper parce qu'il ne veut pas devenir plus fort. Kim intervient, mais il le repousse en disant qu'il a quelque chose coincé dans la gorge. À l'époque, il n'avait pas de véritable lien avec les métaux, mais une fois qu'il est devenu joueur, ses compétences de forgeron se sont révélées et il a fabriqué des armes cool, même s'il n'était rien comparé à ce qu'il peut faire maintenant. Tout cela se passe après un événement spécial. Lorsqu'on lui demande à propos de cet incident, il explique qu'il était au 50e étage, cherchant à améliorer ses compétences, mais ensuite il a 7 pensées aléatoires sur la raison pour laquelle il monte juste la tour. Kim est choqué et creuse plus profondément, demandant pourquoi la tour monte, et si elle existe même en dessous. Il n'arrête pas de se promener au rez-de-chaussée, encore et encore, inspectant chaque recoin que les gens négligent habituellement, essayant de trouver des sous-sols. Il est maintenant devenu un expert du rez-de-chaussée. Puis, un jour, Kim mentionne qu'il a trouvé une porte menant sous terre, ce qui a vraiment surpris notre ami. Soudain, un souvenir lui revient, et il réalise qu'il entre dans un nouveau monde après avoir franchi cette porte. Sa tête commence à lui faire mal, et le système l'informe qu'il n'est pas éligible et qu'il sera pénalisé. Wong lui demande s'il va bien, mais Kim sourit simplement et ne peut s'empêcher de le montrer. Les égaux deviennent anxieux, et Lou lui dit de se ressaisir. Le roi démon pense qu'elle dira tout une fois qu'il sera au 50e étage, et le gars partage la même idée. Il se rend compte que c'est une sorte de punition, mais Lego et Wong vérifient s'il va bien. Même ainsi, Kim veut en savoir plus parce qu'il a l'impression que quelqu'un fouille dans ses pensées, et il sait qu'il n'aura pas une autre opportunité comme celle-ci. Wang pense que nous ne devrions pas trop nous stresser. Il explique que la zone souterraine était habitable, même avec tous les déserts brûlants et arides. Lou veut intervenir, mais décide de rester silencieux et d'écouter simplement. Il erre autour, mais ne trouve rien car cela ressemble à une boucle sans fin, alors il se dit qu'il est temps de rentrer. Puis, il aperçoit ce gros monstre sorti de nulle part et reste figé de stupeur. Le monstre est bien plus coriace que ceux autour de la tour et il ne peut pas le gérer. Alors qu'on dirait que c'en est fini pour lui, une fille apparaît de nulle part. C'est sa femme, quelqu'un qu'il n'oubliera jamais. Kim demande si elle est une joueuse, mais elle secoue la tête. Puis le vieil homme s'effondre et il se précipite vers lui. Wong lui dit de vérifier sa poche et il sort un petit marteau et un morceau de papier. Le vieil homme explique que c'est une carte approximative du niveau souterrain où se trouve également Min-soo. Il tombe, mais chuchote de ne pas laisser Min-soo derrière. Kim le tient fermement et Brunhart dit qu'il peut transformer les gens en égaux pour le ramener. Elle intervient et dit que ce n'est pas sûr, mais Lou soutient Brunhart. Notre gars pense qu'il ne peut pas expliquer ce qui se passe, mais insiste qu'il peut sauver lui. Pour ça, il doit cependant sacrifier sa vie. Les chances de revenir ne sont pas grandes, mais Wong est partant parce qu'il lui fait confiance et l'appelle pour cette raison précise. Kim reste silencieux un instant, puis sort son épée
disant qu'il doit endurer un peu de douleur. Sans hésitation, il se poignarde et Wang le remercie. Il veut juste sauver Min-Soo pour devenir un meilleur forgeron. Kim active alors son habileté de cannibalisme, du mana rouge tourbillonnant autour de lui. En un instant, le vieil homme disparaît et seul le sang reste. Le système lui dit que le transfert dans l'ego a échoué, mais que certains fragments ont été absorbés. Les égos disent qu'ils n'ont pas à s'en inquiéter, car ils vont le comprendre. Kim joue le jeu et demande à Lou s'il sait quelque chose sur ce qui se passe. Lou mentionne qu'il pourrait avoir des ennuis et qu'il n'a jamais ressenti une telle douleur intense. Il ajoute que c'était suffisant pour presque le terrasser, bien que le vieux monsieur ne l'ait pas vu venir. Mais il est prêt à partager des infos sur d'autres mondes. La douleur le dérange encore et Lou dit qu'il n'y a pas besoin de se presser. Au premier étage de la tour, un monstre dit qu'une porte s'ouvrira à la fin de tout. Les divinités maudiront le monde et un messager deviendra roi. Le monstre semble motiver quelqu'un et un gars se présente. L'un d'eux demande si quelque chose a mal tourné. Le roi regarde un enfant qui s'est évanoui et se demande s'ils savent ce qui se passera lorsqu'ils soulèveront le passage. Il touche un cercueil et leur dit de commencer le rituel. Soudainement, il y a cette énorme explosion de mana qui stupéfie lui. Kim prend soudainement une apparence démoniaque et exige avec agressivité de savoir où est Min-Soo. Il saute d'un bâtiment à l'autre, pensant à la carte qui mène sous terre. Lou demande s'il en est vraiment sûr et il acquiesce parce qu'il connaît bien cet endroit et qu'il est gravé dans sa mémoire. Il avait l'habitude d'y aller presque tous les jours avant de se mêler à Ego. Il atteint la tour et se souvient de cet endroit reculé qu'il utilisait comme cachette secrète après avoir tout exploré. Le même monstre apparaît tous les jours, il entre dans la forêt et frôle une barrière. En même temps, Lou mentionne que cela perturbe aussi sa conscience. Mais grâce à son œil démoniaque, il peut toujours voir. Puis, une notification apparaît demandant s'il veut ressentir la douleur ou non. Kim demande à Egos quoi faire car le fracassé ne fonctionnera pas. Et Lou suggère qu'ils ont besoin d'une clé pour la désactiver. Il se rappelle du marteau et de la carte, alors il le touche à la barrière et soudain elle s'ouvre. Le boss avertit les chevaliers qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passera lorsque le blocage sera enlevé. Ils essaient de commencer le rituel, mais ensuite notre héros tombe avec un énorme bang. Tout le monde est choqué et il demande où est Min-Soo. Certains chevaliers s'effondrent et il aperçoit un cercueil, sentant que Min-Soo est là-dedans, réalisant que ces membres de la guilde des caravanes veulent le sacrifier pour dégager le blocage. Il mentionne que la caravane a beaucoup de semi-rankers comme Donghae, mais la véritable menace est celle avec le même niveau d'énergie Saïm que lui. Il sait que ce gars viendra après lui pendant qu'il est occupé à s'occuper des autres. Il active la porte de Brunhart et les chevaliers sont stupéfaits de voir ces guerriers. L'un d'eux se demande s'il pourrait être un messager, mais il ignore cela, disant que c'est juste un stratagème pour bloquer le rituel. Il l'attaque avec toute sa force et frappe avec une lance affûtée, mais notre héros l'évite facilement. Le chevalier sourit et se moque de lui, disant qu'il se déplace comme un simple messager. Il continue d'esquiver chaque attaque, ce qui ne fait que pousser le chevalier à le narguer davantage, affirmant qu'il a peur de riposter. En entendant cela, notre héros finit par passer à l'action et le poignarde avant de l'entailler profondément. Le sang coule alors que le chevalier tombe à genoux et lève les yeux en demandant s'il est vraiment un messager de Dieu. Quelqu'un appelle le chevalier Andras, ce qui surprend Lou, et Kim demande comment il le connaît. Lou mentionne leur rencontre au 30e étage et dit qu'il lui expliquera plus tard. Pendant ce temps, Kim se concentre sur leurs ennemis, restant silencieux pendant qu'il s'évalue. Il essaie de comprendre pourquoi le gars ne montre aucun intérêt et pense qu'il devrait faire le premier pas. Mais ensuite, elle intervient, disant qu'elle ne ressent aucun danger de sa part. Kim lui demande ce qu'il fait là et quel est son but. Il répond qu'il ne veut juste pas voir son fils se faire profiter. Kim est surpris et demande s'il est vraiment le père de Min-Soo. Kim essaie de savoir si cet homme est vraiment le père de Min-Soo et le fils de Wang. L'homme dit qu'il se sent complètement vidé en sachant que son père l'a probablement envoyé ici. Il admet être allé après Wang et même avoir kidnappé son propre enfant et il sait que ce n'est pas une bonne excuse. Lou note que le gars a l'air assez épuisé et Kim est d'accord. Lu mentionne que cela fait 23 ans que la tour est apparue, ce qui surprend Kim car cette chronologie ne correspond pas vraiment. En haut, il souligne que Wang a rencontré sa femme après l'apparition de la tour, donc il devrait avoir à peu près le même âge. Mais avec l'implication du père de Min-Soo, les choses deviennent vraiment compliquées. Le gars demande s'il sait quelque chose d'un monde différent où le voyage dans le temps fonctionne différemment. Kim comprend enfin ce que le roi démon veut dire. Le type mentionne que contrairement à son père et son fils, il a grandi dans un autre monde. Venir d'un endroit différent est un inconvénient majeur pour lui, donc il est coincé en train d'essayer de comprendre s'il doit revenir. Il a l'air assez bouleversé et notre garçon demande à Lou s'il l'a remarqué aussi. Il essaie de minimiser la situation, disant que son père l'a coupé de son propre monde, et Kim fait remarquer que Wang s'est totalement déconnecté de son fils en scellant la porte. Le type parle de gérer tout cela pour son enfant, mais Andrés lui dit de vivre librement et même de devenir le roi. Kim réalise que ses partisans ont déjà entendu ce nom, et le type prétend être le chef. Soudain, toute la posture du type change, alors que sa voix devient terrifiante pendant qu'il annonce que ses soldats sont en train d'attaquer. Kim est prise au dépourvu par le changement soudain, mais Lu explique rapidement que c'est à cause du lavage de cerveau d'Andrés, ce qui lui rend impossible de résister. Le gars déclare qu'il sera roi et en un clin d'œil, son corps commence à se fissurer alors qu'il se transforme en feu. Il appelle son père et Min-Soo comme une sorte d'offrande. Puis une explosion massive éclate et le groupe commence à paniquer et crier à tout le monde de fuir le roi descendu. Mais le roi leur ordonne de ne pas s'enfuir car il insiste sur le fait qu'ils doivent ouvrir la barrière. Les flammes engloutissent la forêt et la pluie rugit alors qu'un monstre de feu massif apparaît devant Kim. La créature déclenche une attaque de feu et bien que Kim la reconnaisse,
il est trop tard pour réagir. Une énorme explosion s'ensuit, mais Kim parvient à y résister en activant son aptitude de pluie. Il remercie silencieusement son élément d'eau, tandis que son ego commente l'intensité pure de la puissance de feu du monstre. La bête ardente s'embrase encore plus fort et se jette sur Kim en tentant de l'écraser. Kim l'esquive de justesse et pousse un soupir fatigué alors que son pouvoir élémentaire l'épuise, mais Lu le rassure et souligne à quel point il est plus fort. Devenir. Kim se demande si la pluie peut combattre sous sa forme de monstre puisque le feu ne l'affecte pas autant, mais Lu ferme rapidement la discussion et dit que la pluie n'est pas assez forte pour gérer les dégâts causés par le monstre de feu. Le monstre de feu lance une boule de feu flamboyante sur Kim. Il est sur le point de courir, mais il voit ensuite le cercueil de Minsu être frappé par les flammes. Il est choqué et s'arrête immédiatement en criant pour Minsu. Lu le calme et le rassure en disant qu'il peut sentir les compétences de haut niveau du gars. Kim remarque une barrière entourant le cercueil, ce qui le surprend. Il se sent soulagé et dit à Lu de l'informer de choses importantes comme cela plus tôt. Lu répond que Kim n'a jamais demandé, ce qui pousse Kim à le couper et à dire qu'il doit se concentrer sur son combat sans distraction. Lu demande ce qu'il compte faire ensuite. Kim avance sans hésitation et déactive sa compétence de feu élémentaire. Un éclair de mana l'entoure alors qu'il se transforme en monstre démoniaque. Il sourit avec confiance et défie son adversaire alors qu'il se prépare à prouver qui est vraiment le plus fort. Kim active sa compétence de feu élémentaire avec une tonne de mana et défie le monstre de montrer sa volonté. Il accélère et part pour une attaque croisée avec ses épées, mais il fait super chaud. Lu intervient en disant que c'est utile et notre héros sort la compétence de liaison d'aile. Il essaie vraiment d'écraser le monstre avec toute la mana qu'il peut rassembler et lance une attaque créant une énorme explosion, mais cela ne fait presque rien au monstre. Et Lu souligne que c'est juste un mouvement faible puisque le monstre est bien plus fort. Kim insiste sur le fait qu'il est le père de Minsu, mais elle intervient en disant qu'il a été pris par le mal. Kim est très motivé, alors il commence à balancer ses épées sur le monstre. Mais ensuite, le monstre riposte et Kim l'esquive de justesse. Il se rend compte qu'il ne peut pas encaisser beaucoup plus de dégâts et récupère ses pouvoirs démoniaques, qu'il avait perdus à cause du roi démon. Avec son œil étrange, il peut dire que le géant était autrefois un homme. Mais ce n'est plus vrai maintenant, et ça le perturbe. Kim intervient en disant qu'il ne comprend pas tout à fait, mais pense qu'il peut deviner ce que le géant fera. Suite, il n'arrive pas à se défaire de l'idée que la mort du roi démon ne disparaîtra pas de sitôt et pourrait être utile plus tard. Alors, il pense à arrêter le géant, mais il veut toujours sauver le père de Minsu. Après l'énorme explosion de Kim et l'attaque contre le géant, ce monstre est terminé pour de bon. L'explosion est si énorme qu'elle met tout en feu. Les gars qui regardent sont complètement abasourdis et le type se retrouve complètement au sol, brûlé. Kim vérifie s'il est redevenu normal et le gars répond que son nom est Wang Shail, un descendant de Paimon. Lui prétend qu'il savait depuis le début, mais esquive la question lorsque Kim demande, insistant plutôt pour obtenir des informations sur Andress. Shail suggère qu'il retrouve la guilde de Carvan. Il commence à parler d'Andress, mais ne peut donner aucun détail. Puis il lève la main et demande de l'aide pour son fils. Kim reste silencieux un instant avant de dire à Lu de s'en occuper. Chose, Lu le poignarde et active la compétence de cannibalisme qui transforme Kim en un égo et le système le notifie immédiatement. Lui, Kim se sent coupable de l'assassinat, mais Lu le rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute et qu'il devrait se concentrer sur l'enfant à la place. Kim envisage d'utiliser un marteau pour briser la barrière comme auparavant, mais Lu le déconseille car Bal l'a probablement saboté. Pendant ce temps, l'armée de Kim s'incline et loue leur succès. Kim leur ordonne de nettoyer et de retourner à la porte. Ils obéissent et certains d'entre eux portent un cercueil à l'intérieur de la porte. Kim repère un monstre qui lui semble étrangement familier. Puis il comprend que c'est le même qu'il voit tous les jours au premier étage. Le monstre sourit, mais s'éloigne tout aussi vite, laissant Kim perplexe. Lu propose que peut-être le monstre réalise qu'il ne peut pas vaincre Kim, ce qui le rend tout fier. Il ramasse un galet, le vise sur le monstre et le fait tomber. Kim pense que c'est assez satisfaisant, mais ensuite, il ressent quelque chose de bizarre. Les égos le ressentent aussi, et Rance souligne que c'est l'aura d'un égo. Pendant que notre garçon se promène au premier étage, il tombe sur une grotte et commence à penser que cet endroit pourrait être l'entrée du sous-sol de la tour. Cependant, il ne ressent aucune ambiance de cela. Plutôt, il a définitivement perçu l'aura d'un égo. Il est assez confiant qu'il ne s'est pas trompé là-dessus. Lou pense que chercher dans une petite grotte comme celle-ci ne mènera à rien, alors notre garçon décide de s'asseoir un moment avant de rentrer. Il dit à Lou qu'il devrait discuter pendant qu'il boit des potions pour restaurer ses compétences élémentaires. Il encourage Lou à partager ce qu'il sait, mais Lou commence à se demander s'il a fait quelque chose de mal puisqu'il continue de lui demander. Notre garçon remarque que Lou retient des informations, bien qu'il prétende avoir l'oubli et se souvenir de tout. Lou dit qu'il ne se souvient des choses que lorsqu'elles sont déclenchées, mais notre garçon a le sentiment qu'il cache quelque chose d'important. Puis Kim évoque Andras et les descendants de Paimon. Lou révèle qu'Andras et Paimon sont des démons ayant des sièges parmi les 72 trônes du pouvoir. Lorsqu'on lui demande, Lou explique que les trônes sont des archidémons classés sous le véritable roi démon, pas le faux, Sujung. Il mentionne également que ces trônes sont classés de 1 à 72, avec Bal occupant le trône supérieur. Même si Andras est dans un trône de rang inférieur, il est connu comme le pire démon à cause de son aura sinistre. Kim se demande si tous les démons sont généralement sinistres. Paimon occupe un trône de haut rang et est l'un des deux gardiens des portes de l'enfer. De plus, c'est un excellent forgeron. Notre garçon se souvient que Chael a dit qu'il est un descendant de Paimon, ce qui explique les armes et l'équipement spéciaux de Monsieur Wang. Il pousse Lou à continuer, mais Lou est perplexe sur ce qu'il pourrait dire d'autre. Notre garçon l'encourage à poursuivre, mais Lou pense qu'il en a déjà assez dit. Il demande si c'est tout et s'il y a encore quelque chose, mais Lou prétend qu'il ne se rappelle pas. Notre garçon pense qu'il est assez inutile, mais Lou s'en aperçoit aussi. À la maison, Sujung réprimande notre garçon pour avoir eu le culot de refuser son invitation à sortir. Elle ne peut pas croire qu'il l'ait rejeté, le traitant d'effronté. Kim pense qu'elle voulait juste manger un morceau, mais Sujung dit que son manque d'expérience
expérience en matière de rencontres est évident. Notre garçon mentionne qu'il lui a dit que quelque chose d'urgent était survenu avant de partir. Lorsqu'elle demande ce qui s'est passé, il balaye simplement la question, mais décide ensuite de partager. Il se lance dans une longue histoire sur ce qui s'est passé. Fin. Soo-jung demande si c'est vraiment vrai et il hoche la tête. Elle demande à propos de Min-soo et il explique que le cercueil est avec Bal qui est occupé à soulever la barrière à l'intérieur de la porte. Cela amène Soo-jung à l'inviter à rencontrer quelqu'un avec elle. À la tour de l'association, Soo-jung et Kim sont assis ensemble, regardant le président de l'association avec Tae-sik à ses côtés. Notre garçon est perplexe sur ce qui se passe avec cette combinaison. Soo-jung le remarque et demande pourquoi il les regarde comme ça, impliquant que cela ne devrait pas être une surprise. Le président les assure qu'ils sont en bon terme avec le roi démon. Mais il n'est pas sûr qu'elle ressente la même chose. Soo-jung révèle alors qu'elle est mercenaire et lui montre la bague, lui demandant s'il en a une aussi. Elle pense qu'il en a probablement une et dit que le président est désespéré pour renforcer ses forces, c'est pourquoi ils s'entraident. Un peu comme la relation de notre garçon avec l'association. Kim trouve que c'est un peu impoli de montrer du doigt quelqu'un de plus âgé. Mais ensuite, il a soudainement une pensée. Si le temps s'écoule différemment dans d'autres mondes, Soo-jung pourrait être aussi vieille que le président, mais elle s'affole, insistant qu'il la comprend mal. Elle s'emporte en disant que ce n'est pas parce qu'elle est super vieille, c'est juste qu'elle est une peste impolie. Puis elle explose, demandant pourquoi il lui fait dire ça. Lou n'en revient pas de voir à quel point notre garçon est faible, et Soo-jung décide que ça suffit les bavardages. Elle mentionne que le Caravan Guild fait des mouvements, prenant Tae-sik par surprise. Soo-jung réalise que Tae-sik n'était pas informé et pense qu'il aurait dû être au courant puisqu'ils sont tous les deux pionniers. Brunhart pense que les pionniers ne sont pas vraiment anciens, juste d'il y a 20 ans. Apparemment, le père de notre garçon en était un aussi. Le président note que Tae-sik ne sait pas grand chose sur l'autre monde, mais il l'explore. Tae-sik mentionne qu'il ne peut pas travailler dans un bureau pour toujours, surtout que Kim devient plus fort chaque jour et ne peut pas rester en bas. Il se souvient avoir entendu parler de la guilde Caravan auparavant, et notre garçon est d'accord, ça lui semble familier. Soudain, ça fait tilt pour eux deux, et il réalise que c'est la guilde que Taeyo a rejoint. Le président et Soo-jung essaient tous deux de rassembler les morceaux. Lou demande qui est Taeyo, bien qu'il ne l'ait pas rencontré. Notre garçon se souvient de Taeyo comme d'un ancien collègue proche qui s'était excusé pour une situation qui s'était produite. Tae-sik lui a conseillé que Taeyo pourrait sembler un peu timide, mais de ne pas le prendre personnellement. Notre garçon commence à se demander si Taeyo faisait partie des membres de la guilde avec lesquels il l'a traité plus tôt, mais il a vérifié leur visage. Soo-jung demande s'il connaît quelqu'un de la Caravan Guild, et il lui demande à elle et au président ce qu'ils savent à ce sujet. Le président ne sait pas par où commencer. Il demande à notre garçon s'il connaît la tour, ce qui laisse notre garçon un peu perplexe. Le président commence à expliquer qu'il y a d'innombrables mondes là-bas et que la tour agit comme un pont qui les connecte. C'est aussi un peu comme une chaîne reliant ces mondes ensemble tout en les drainant lentement. Les portes sont apparues en même temps que la tour. De nulle part, notre garçon reçoit une pénalité pour avoir découvert des informations qu'il n'était pas censé avoir. La douleur de cette pénalité le frappe fort, ce qui fait paniquer le président et Tae-sik sur ce qui se passe. Soo-jung se souvient que c'est la pénalité que notre garçon a totalement négligée. Le président demande s'il n'a pas encore franchi le 50e étage, pensant que notre garçon aurait déjà rempli les qualifications. Tout le monde se demande pourquoi il est encore vu comme un perdant pour ne pas avoir atteint le 50e étage. Le président dit que ses progrès sont incroyables, donc il supposait qu'il avait déjà atteint ce jalon. Et notre garçon comprend. Soo-jung se rapproche de lui et puis fait ce truc magique sur sa tête, activant une sorte de capacité de stigmate qui rend temporairement Kim subordonné à lui. Quand notre garçon entend parler de cette histoire de subordination, il est vraiment déconcerté. Il est en colère et essaie de comprendre ce que tout cela signifie, mais elle lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives car c'est sa deuxième capacité unique. Elle s'appelle subordination, où elle partage sa pénalité, mais ne peut pas le contrôler car il est trop fort pour une stigmatisation. Lou dit que ce n'est qu'un contrat avec une condition qui la désavantage et ne lui fera aucun mal. Pendant ce temps, le président demande à Tae-sik s'il savait que notre garçon n'avait pas franchi le 50e étage. Tae-sik a oublié et se sent mal. Soo-jung dit à Kim de ne pas s'inquiéter car elle enlèvera la stigmatisation une fois qu'ils auront fini de parler. Quand notre garçon entend qu'elle va enlever cette capacité, il ne peut s'empêcher de penser à se baiser avec Soo-jung quand elle avait enlevé leur vision partagée. Cela le laisse très frustré et même Tae-sik remarque que quelque chose ne va pas avec lui. Le président dit que les dirigeants restent aux derniers étages. Ce sont les vrais monstres qui ont construit la tour et autrefois dirigé d'autres mondes. Ils ne peuvent pas encore déchaîner tout leur pouvoir sur Terre car elle n'a pas encore été complètement conquise, mais à l'intérieur de la tour, ils peuvent y aller à fond. Notre garçon comprend aussi pourquoi il était difficile de conquérir les étages supérieurs au début. Soo-jung le comprend aussi, bien qu'elle ait eu affaire à un mal de tête atroce. Kim sait que la tour et les portes sont risquées mais précieuses pour des choses comme les cristaux. Il ne les a jamais vues comme une menace pour l'humanité. Soo-jung le calme en disant que la plupart des portails sont fermés et qu'il reste encore beaucoup de temps avant que la Terre ne soit entièrement envahie. De plus, Lee Sun-ho dans les niveaux supérieurs de la tour pourrait être plus faible, mais sur Terre, il sera une grande affaire. Notre garçon essaie de comprendre toutes ces informations. Il commence à se demander à quel point Lee Sun-ho est vraiment fort. Soo-jung intervient en disant qu'il n'est pas aussi fort maintenant parce que ses vaisseaux sont abîmés. Mais à l'époque, il pouvait à peine l'affronter même si tout le monde ici s'unissait contre lui. Quand notre garçon entend ça, il est très choqué et n'en croit pas ses oreilles. Il pensait être devenu vraiment fort. Mais il semble qu'il ait encore un long chemin à parcourir. Les joueurs forts qu'il a rencontrés jusqu'à présent sont incroyables, mais il réalise qu'il y a encore beaucoup de défis à venir. Lou mentionne une certaine femme et Kim est curieuse de savoir qui c'est. Lou lui dit que c'est Harim. Notre garçon essaie de se souvenir mais n'arrive pas à la situer. Lou lui rappelle qu'elle était la fille lors de son premier passage à la prison souterraine de Talon. Le chef de la fête. Il pense qu'elle semble certainement forte et se demande si elle est encore bien plus forte que lui. Lou n'est pas sûr, mais il pense que Harim est probablement au même niveau que ce soi-disant roi démon. Pendant que Kim est perdu dans ses pensées à son sujet, Soo-jung demande pourquoi il la regarde et si elle est vraiment aussi jolie. Il lui dit que c'est juste lui qui discute avec ses égos. Le président trouve ça plutôt drôle et pense que ça doit être agréable d'être jeune. Le président dit que le vrai gros problème c'est Andras et il n'arrive pas à croire qu'Andras dirige le Caravan Guild. Kim est un peu choqué que le président connaisse même Andras. Le président continue
continue d'expliquer qu'Andras est également appelé le marquis de la discorde. C'est essentiellement le pire type qui soit, essayant de détruire les tours et de causer la chute du monde, séparément. Alors qu'il conclut la conversation, la scène se déplace à l'extérieur de la tour. Sujung dit à notre garçon de rentrer chez lui d'abord puisqu'elle a encore des choses à voir avec le président. Kim part vers chez lui, laissant Sujung et le président seuls. Notre garçon s'excuse auprès de Sung-hoon de l'avoir appelé aussi tard, mais Sung-hoon est cool avec ça, disant qu'il est payé pour les heures supplémentaires de toute façon. Notre garçon pense que c'est un peu mitigé pour Sung-hoon. Kim se sent épuisé par tout ce qui se passe et toutes les informations qu'il a dû assimiler. Elle insiste pour qu'il se détende, mais notre garçon a l'impression de ne pas pouvoir le faire encore car il a encore des choses à régler chez lui. Quand il revient, il découvre que Bal utilise apparemment son propre sang pour faire de la magie. On dirait que Bal brise la barrière pour atteindre le cercueil de Min-soo. Kim est confus par ce qu'il voit et se demande si Bal a vraiment fait tomber la barrière, ce que Bal confirme. Bal lui demande s'il veut vérifier par lui-même, alors notre ami ouvre le cercueil et voit Min-soo allongé là, complètement inconscient. Il se demande pourquoi Min-soo ne s'est pas encore réveillé, et c'est à ce moment-là que Bal utilise ses yeux démoniaques pour vérifier s'il y a des problèmes. Mais il ne trouve rien d'anormal dans le corps de Min-soo, ni aucun sort ou malédiction. Lou suggère que notre garçon devrait essayer de lui donner une potion. Kim sort une potion et la verse dans la bouche de Min-soo. Peu de temps après, Min-soo revient à la réalité, s'asseyant dans le cercueil et Kim est complètement confus. Il demande à Min-soo comment il se sent. Min-soo le regarde et Kim demande s'il se souvient de qui il est, mais Min-soo semble complètement perdu et appelle soudainement notre garçon papa. Cela bouleverse vraiment Kim. Après cela, notre garçon amène Min-soo rencontrer sa mère et sa sœur, qui ont l'air super choqués de le voir. Min-soo est assez effrayé se cachant derrière Kim. Yoo-jong est totalement surpris que notre garçon ait simplement ramené un enfant à la maison. Nulle part. Sa maman demande si c'est son petit-fils et quand tout cela s'est passé, mais notre garçon leur dit que ce n'est pas ce qu'il pense et dit que c'est une longue histoire. Yoo-jong s'excite, soulignant que cela fait seulement quelques jours depuis que notre garçon a ramené Sujung à la maison et maintenant cela se passe trop vite. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a déjà un neveu. Mais ensuite, notre garçon lui dit de se détendre. Sa mère intervient et demande ce qui se passe réellement. Au début, il hésite un peu, mais il explique ensuite que Min-soo est le petit-fils de quelqu'un à qui il doit une faveur. Il mentionne que Min-soo a perdu sa famille dans un accident et semble souffrir d'une perte de mémoire due au choc. C'est pour ça qu'il pense que notre garçon est son père. Puis sa mère demande son nom à Min-soo et il le lui dit. Quand elle l'entend, la mère de Kim dit que Min-soo peut l'appeler Mamie. Kim crie, se demandant si elle écoute même ce qu'il vient de dire. Après cela, notre garçon ramène Min-soo à l'intérieur de la porte. Lou demande pourquoi il est rentré chez lui s'il allait repartir, mais il explique qu'il voulait juste ramener Min-soo chez lui et au moins lui donner un peu de nourriture. Cependant, une fois qu'il a vu le visage de sa mère, il a compris qu'elle avait ce regard qui montre qu'elle voulait vraiment un petit enfant. Puis, il tourne Min-soo sur ses genoux et lui demande s'il apprécie le repas. Il se demande si l'état mental de Min-soo a également chuté. Pendant ce temps, Bal observe les matériaux fusionnés avec l'épée sacrée aspirés dans les cristaux comme un aspirateur. Elle se demande si la mémoire de Min-soo pourrait revenir s'il voit un certain endroit ou quelque chose lié à son grand-père. Brunhart lui fait penser au petit marteau donné par Wang. Lui, alors il met la main dans sa poche et dit à Min-soo de jeter un œil. Il sort le petit marteau et les yeux de Min-soo s'écarquillent. Kim demande s'il sait ce que c'est et Min-soo en le tenant pense qu'il a l'air super cool. Il saute des genoux de Kim et regarde de plus près. Notre garçon remarque que Min-soo semble vraiment l'aimer. Sorti de nulle part, le marteau commence à briller dans les mains de Min-soo et avant qu'il ne le sache, il se met à énorme. Notre garçon est surpris de voir cela, comme si c'était la première fois qu'il voyait un marteau grandir. Min-soo commence à balancer le marteau comme si de rien n'était. Lou n'est pas du tout surpris car Min-soo a un talent pour manier toutes sortes d'armes. Ensuite, Min-soo se dirige vers le cercueil où il est retrouvé inconscient. Notre garçon lui crie dessus, lui demandant ce qu'il compte faire, mais Min-soo lève juste le marteau et le fait tomber sur le cercueil de toutes ses forces. L'impact est si intense que notre garçon doit se protéger de l'explosion. Kim n'en croit pas ses yeux. Lou intervient en expliquant que c'est ce que signifie porter la lignée de Paimon. Mais Min-soo ne s'arrête pas. Il continue à balancer le marteau, écrasant les pierres autour de lui comme si de rien n'était. On dirait que Min-soo essaie vraiment de faire une sculpture avec ça. Marteau. Kim se demande si la sculpture se fait généralement avec un marteau et un ciseau, mais Lou dit que Paimon opère à un niveau totalement différent par rapport à un forgeron régulier. Kim voit que Lou adore distribuer des compliments, mais c'est surtout parce que Paimon est l'un des rares démons qui ne l'a pas trahi. Après un dernier coup de marteau, il semble que la sculpture soit enfin terminée. Lorsque le soleil se lève, Min-soo s'effondre pour une sieste. Ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il vient de passer 9 heures à marteler avec un outil plus grand que lui. Lou est assez impressionné, disant que le garçon mérite certainement d'être appelé l'un des descendants. Il mentionne que la façon dont les potions fonctionnent réellement sur Min-soo et qu'il peut même entrer dans la tour montre qu'il n'est pas un enfant ordinaire. Min-soo est vraiment quelqu'un de spécial. Même ce vieux monsieur a dit qu'il est déjà un bien meilleur forgeron qu'il ne l'était au même âge que Min-soo. Même après avoir perdu la mémoire, Min-soo a réussi à sculpter son grand-père avec un détail incroyable. Lou demande à Kim s'il va vraiment laisser la statue là pour la décoration ou s'il pense qu'elle est destinée à une exposition. Puis Lou lâche une bombe. C'est en fait un vaisseau. Min-soo est surpris par cela. Lou continue d'expliquer qu'il prévoit de l'utiliser pour ramener le vieil homme à la vie. Notre garçon se demande si cette chose peut vraiment contenir un ego. Il se souvient qu'une partie seulement de l'ego de Wang avait été absorbée. Elle se remémore comment Brunhart a réussi à conserver ses souvenirs, même après avoir été effacé. Donc tant qu'il n'est pas complètement parti, il doit y avoir un moyen. Avec cette pensée, notre garçon tend la main vers la sculpture de Wang et dit «
Lien. Soudain, une lumière vive commence à briller de la sculpture, et juste comme ça, le lien est un succès. Ça fonctionnera comme les armes et l'équipement que Wang a fabriqué. Il aura un ego, mais sans conscience de soi. Le problème, c'est que notre garçon ne sait pas comment lui donner cet ego, ni même comment assembler les fragments d'un. Il commence à se demander si c'est même possible. C'est à ce moment-là que Bal intervient et dit que c'est tout à fait faisable. Il laisse Minsu dormir un peu dans une chambre. À l'intérieur de la porte maintenant, Bal est vraiment impressionné par ce vaisseau, et il se dit que cela a du sens venant du descendant de Paimon. Lou s'agace que Bal est espionné tout le temps. Notre garçon demande s'il y a un moyen de ramener un ego et comment cela fonctionnerait. Bal explique qu'il ne peut pas promettre que cela se produira réellement. La présence de Kim est quelque chose de totalement nouveau, donc Bal n'est pas sûr puisque personne comme lui n'a jamais existé auparavant. Lou mentionne que Bal n'en aurait pas parlé s'il n'y avait pas une solide chance de succès. Kim demande quelle est la méthode. Bal explique qu'ils doivent d'abord réparer le vieil homme, l'ego. Ils ont déjà tout le matériel dont ils ont besoin. Ils ont le fragment d'ego et un peu d'ego, fragment. En les mettant ensemble, ils peuvent t'aider à restaurer l'ego brisé. Mais le garçon se demande comment Bal sait même sur les éclats d'ego et tout ça. Bal dit que Monsieur Sujung l'a informé à ce sujet. Kim plaisante en disant qu'elle ne peut pas garder un secret pour rien au monde. Bal continue en disant que bien qu'il puisse ramener l'ego à son état d'origine, cela ne signifie pas que tout sera parfaitement rétabli. Un sens de soi n'est pas quelque chose que l'on peut facilement reconstituer. Bal a soudain une nouvelle idée. Il sort l'épée sacrée, neuf, ainsi qu'un cristal clair. Ensuite, il commence à parler de la façon dont l'épée sacrée est remplie d'énergie vitale. Kim pense que c'est cool, mais est complètement perdu. Bal réalise qu'il s'emballe un peu trop et dit désolé. Lou intervient en disant que c'est pourquoi il ne peut pas toujours gérer les chercheurs. Mais Lou comprend comment tout cela fonctionne. Il dit à Kim qu'il va simplifier les choses et veut juste qu'il suive son exemple. Il lui dit de prendre l'épée sacrée et le cristal clair. Ensuite, Lou explique que Nine s'est transformé en une véritable épée démoniaque et il sera en réalité plus facile pour notre héros de la contrôler maintenant. Puisqu'il est lié au maître de l'épée, Lou lui dit de combiner le fragment d'ego et l'éclat, puis de les infuser dans Nine. Notre héros va de l'avant et appelle à synthétiser l'éclat de Wang ainsi que le fragment d'ego. L'épée sacrée commence à mélanger l'ego principal, le fragment de Wang et le sous-fragment d'ego. Avec cela, le fragment, le sous-fragment et ce qui reste de la force vitale de Neuf se rassemblent. Puis Lou lui dit d'apporter le cristal à Nin. Notre héros essaie d'infuser le cristal avec l'épée sacrée et on dirait que ça marche vraiment. Travaillé. Lou remarque que les matériaux se fusionnent avec l'épée sacrée attirée dans les cristaux comme un aspirateur aspirant des choses. Mais ensuite, Nin, ayant absorbé sa force vitale restante, commence à se désintégrer très rapidement. Notre héros se sent perdu, pensant qu'il pourrait faire quelque chose de mal. Mais Bal affiche juste un sourire sinistre face à ce qui se passe devant lui. Un éclat lumineux jaillit de la porte, montrant qu'ils ont touché le gros lot. L'épée sacrée s'élance dans les airs et atterrit sur le sol. Il s'avère que la synthèse a effectivement fonctionné et que le fragment de Wang s'est transformé en ego. Kim est complètement surpris que cela ait vraiment s'est passé. Bal désigne la sculpture et dit à Kim de conclure cela. Kim commence à penser que si la dotation se passe bien aussi, il ne s'agira pas seulement de créer un ego. Ce sera plus comme ramener le sens de soi de quelqu'un, ce qui est essentiellement la même chose que les ressusciter. Donc notre garçon est près de la sculpture quand il obtient cet ego synthétisé cool qui semble être en phase avec elle. Après un moment, des fissures commencent à se répandre sur toute la sculpture, puis de nulle part, un énorme éclair le frappe. Notre garçon a l'impression que sa vie, qui n'avait pratiquement aucun espoir, a commencé à changer quand il a rencontré ses égos. D'abord, il y avait Lou, puis elle, Brunhart, Reine, Hermès, et enfin Oberon. Il a fini par guérir la maladie de sa mère, devenir l'apprenti du roi démon, et même prendre en charge un portail. Les égos ont été une grande partie de tous ces grands changements dans sa vie. Un nouvel égo est apparu, et il est différent de tout ce qu'il a vu auparavant. Celui-ci est en fait une combinaison humain-égo, ce qui est un territoire totalement nouveau. Notre garçon n'a aucune idée de ce qui va se passer ensuite à cause de ce changement. Alors que Wang reprend ses repères, le système lui fait savoir que le gardien est prêt à partir. À la Iron Guild de New York, le maître de la guilde de fer demande à quelqu'un s'il va bientôt voir apparaître une série de portails uniques en Corée du Sud. Il mentionne que la guilde pourrait utiliser cela comme raison pour s'étendre à nouveau dans ce pays et vaincre le roi démon. Il pense que si tout se déroule comme il le dit, ça pourrait être une situation plutôt sympa. Puis il demande au gars quel est son nom. Le gars sourit en coin et dit qu'il est le chef de la guilde des caravanes. Il s'appelle Ras et il dit au maître de la guilde de fer de l'appeler simplement comme ça. Alors, il y a 23 ans, ces tours et ces portes sont apparus de nulle part. De ces portes, des tonnes de monstres ont commencé à déferler. Notre gars s'occupe actuellement de l'une de ces portes. Il explique que certaines personnes ont soudainement obtenu des super pouvoirs et qu'elles sont appelées des joueurs. Ils montent de niveau comme dans un jeu vidéo et s'entraînent pour devenir assez forts pour affronter les monstres. Kim est l'un de ces joueurs, mais il se sent comme un imposteur par rapport au vrai. Alors que notre héros abat les monstres d'un dernier coup, le cannibalisme s'enclenche et les transforme en quelque chose appelé un ego. Grâce à cela, Lou obtient un boost incroyable dans ses statistiques. Elle suit également le rythme, augmentant son niveau avec des statistiques assez impressionnantes. Lorsque notre garçon franchit la porte, les gens de l'association n'en reviennent pas qu'il les franchit ainsi. Rapidement, il commence à se demander si c'est ainsi qu'un vrai mercenaire agit. Un des membres lui fait un clin d'œil et lui propose de l'aider avec les cristaux, mais notre garçon dit qu'il prévoit de les utiliser ailleurs. Il adore aussi toute l'attention qu'il reçoit. Sungun lui dit de s'y habituer et mentionne que Yujung a appelé plus tôt. Ensuite, il demande aussi son autre sac à dos. Quand il demande pourquoi Yujung a appelé, Sungun n'est pas sûr. Soudain, le téléphone se met à sonner à nouveau et Yujung crie dedans, demandant où est Rain. Notre garçon lui dit de se calmer. Elle veut savoir pourquoi il continue à prendre Rain. Loin. Il explique qu'il l'a emmené chez le vétérinaire pour des vaccins, mais Yujung insiste qu'il en a déjà eu un la semaine dernière, agissant comme s'il pensait
c'est qu'elle est sans idée. Il n'a plus d'excuses et réalise qu'il a fait une erreur en laissant échapper que Rain est leur chien. Alors, il dit rapidement à Woo-jung qu'il est occupé et qu'il la rattrapera plus tard. Sung-gun demande où ils vont et Kim lui dit de simplement le déposer devant chez lui. Sung-gun pense que les maisons sont vides puisqu'il les a amenées. Il commence à s'inquiéter que les gens découvrent ses expériences sur les portails ou que Kim envisage de s'installer avec le démon. Roi. Kim l'interrompt et lui dit que s'il continue à parler ainsi, il aura de sérieux ennuis avec le roi démon. Ensuite, il explique que c'est juste parce que quelqu'un a emménagé à côté. Quand notre garçon arrive à la maison, il s'avère que c'est en fait chez Wang. Wang sort et demande en plaisantant s'il doit appeler notre garçon son maître. Après être revenu à la vie en synchronisant un ego avec son vaisseau, Kim fait remarquer que Wang a exactement la même apparence extérieure qu'il avait lorsqu'il était vivant. Mais Kim n'est plus vraiment sûr d'être toujours la même personne. Alors que notre garçon regarde l'ensemble du processus de garde se terminer, il est pris abasourdi. Le système lui demande de choisir une zone pour que son gardien puisse surveiller et une grande carte apparaît devant lui. Elle explique qu'elle ressemble à une carte des quartiers proches de chez lui. Le système explique ensuite comment la protection fonctionne pour les petites zones par rapport aux plus grandes. Il décide de fixer un rayon de 500 mètres autour de sa maison pour que son gardien puisse la protéger. Alors que Wang commence et Kim se précipite pour voir comment il va. Wang dit que même s'il l'a souhaité, il n'a jamais pensé que cela arriverait réellement. Ensuite, il demande des nouvelles de Min-soo et de ce qui lui est arrivé. Mais notre garçon le rassure en lui disant que Min-soo est sain et sauf dans son lit à la maison. Entendre cela fait sentir Wang beaucoup mieux et il est très reconnaissant envers notre garçon. De retour à Bo. Chez lui, Wang a l'impression qu'il doit beaucoup à Kim pour l'avoir ramené à la vie et pour avoir pris soin de lui, Min-soo. Il ne sait pas comment le rembourser. Kim sourit simplement et dit qu'il lui a déjà tant donné et qu'il considère cela comme un paiement tardif pour Oberon. Wang demande encore une fois des nouvelles de Min-soo car il ne l'a pas vu depuis son arrivée. Kim explique que Min-soo est toujours au lit parce qu'il dort tard. Il était debout toute la nuit à travailler sur ses sculptures. La plupart de ses souvenirs sont revenus, mais il ne peut toujours rien se rappeler de son fils décédé. Tout à coup, notre garçon se souvient de Wang Kale et lui dit que son fils a été en fait manipulé et que Wang était au courant. Lou souligne que le vieil homme a raison, car il est impossible que quelqu'un qui est un descendant de Paimon puisse être contrôlé si facilement. Wang est d'accord avec Lou et Kim est choqué de pouvoir entendre la voix de Lou. C'est parce que Wang est maintenant devenu l'un de ses égaux. Brunhart s'excite et demande si Wang peut l'entendre aussi. Il crie à son père disant qu'il a toujours voulu avoir une conversation avec lui. Wang est stupéfait de pouvoir parler à ses propres créations et remercie Brunhart pour cette expérience incroyable. Il lui demande de patienter un instant car il y a encore des choses importantes à aborder. Il admet qu'il ne peut plus fabriquer d'armes spéciales, ce qui surprend Kim. Wang fait ensuite une révélation choquante, dévoilant que la guilde des caravanes était en réalité à la recherche de quelque chose d'autre dans son magasin. En fait, c'est l'héritage de Paimon qui l'a protégé tout ce temps. Intervient en mentionnant que la capacité de gardien était quelque chose que le vieux monsieur avait depuis le début. Kim est complètement confus et demande ce que l'héritage de Paimon signifie vraiment. Wang explique que c'est à peu près tout ce qu'il possède, y compris lui-même. Kim est perplexe et Lou est tout aussi stupéfait. Il se demande si Wang dit vraiment qu'une affaire si importante a fini avec la guilde des caravanes. Wang souligne qu'il n'y a vraiment pas de danger immédiat puisque seul son fils et son petit-fils peuvent accéder à la plupart des héritages. Cela signifie qu'il ne peut pas faire grand chose de plus pour notre garçon, mais il s'en fiche et dit qu'il a déjà fait son devoir. Puis, sans prévenir, Wang se souvient de quelque chose et dit qu'il a encore quelque chose à offrir. Il affirme que c'est l'un des plus grands trésors qui existent. Quelque chose que même Kim voudrait pour lui-même. Après que notre garçon soit rentré chez lui, il tombe sur Soo-jung qui dit qu'il parte maintenant. Soo-jung est curieuse de cette sortie soudaine. Elle a l'air contente de partir. Soo-jung avait prévu de rester un peu plus longtemps, mais avec Andras qui déraille, ils ne peuvent pas simplement traîner. Kim comprend totalement et pense que c'est un dommage. Après avoir passé des jours ensemble, ils se sont rapprochés, alors il se sent triste qu'elle parte. Bientôt, quand Soo-jung ressent cette ambiance, son humeur change et elle demande s'il est vraiment triste à ce sujet. Après cela, la scène passe à l'endroit du trésor dont Wang lui a parlé. Notre garçon regarde autour de lui et voit que la zone de stockage est assez vieille et délabrée. Lou ne remarque rien d'étrange. Il se demande ce que Wang a caché là-dedans. Il atteint le verrou et insère la clé avant d'ouvrir la porte de la salle de stockage. Lorsqu'elle s'ouvre, il est émerveillé par la vue de supercars de luxe en édition limitée, ainsi que des tas de cristaux et de pièces d'or. Il s'enthousiasme en les voyant comme un butin spécial. La scène se déplace au 34e étage de la tour, où notre garçon est en train de découper des monstres avec son épée. Il n'en reste plus un seul, et Lou grignote tranquillement. Kim se tient là avec un sourire satisfait, savourant le carnage. La salle de stockage était remplie de voitures importées de luxe et de piles de matériaux uniques. Lou était curieux à propos des matériaux, demandant s'ils étaient juste pour de meilleures promenades, mais notre garçon lui a dit que Lou n'a pas vraiment compris ce que les hommes recherchaient. Lou dit qu'il est aussi un homme, et ne peut pas comprendre ce qu'il y a de si excitant dans une bande de voitures. Kim essaie de lui expliquer, disant qu'il ne comprend pas tout l'esprit édition limitée, puis Lou se souvient que le stockage n'a qu'un cadenas pour la sécurité, au cas où quelqu'un essaierait de s'introduire. Il pense à déplacer tout à l'intérieur de la porte plus tard, mais Lou lui dit de rester concentré sur la chasse. Maintenant, en un rien de temps, Kim est entouré de monstres géants aux yeux. Lou mentionne nonchalamment qu'Andras a des compétences comme la magie du feu, l'escrime, l'invocation et la manipulation de l'esprit des gens. Pour avoir une chance, Kim doit développer une résistance aux attaques mentales, et le meilleur moyen pour cela est d'absorber le sang de ces monstres. Sans perdre une seconde, il se jette sur eux et les abat instantanément. Lou grignote joyeusement les restes, tandis que notre garçon sent sa résistance se renforcer. Il n'a pas vraiment l'impression de combattre si c'est tout ce qu'il doit faire. Il veut monter rapidement en niveau étant donné qu'il y a Andras et ce délai d'1 an que Liceno lui impose. Pendant ce temps,
Rain dévore simplement les monstres et engloutit ces cristaux savoureux. Kim n'avait aucune idée que Rain pouvait réellement devenir plus fort en mangeant les cristaux. Il dit à Rain d'essayer de blesser les monstres au lieu de les dévorer cette fois-ci. Rain part en un éclair pour trouver d'autres monstres. Notre garçon n'est pas pressé car il sait qu'il est différent des autres joueurs et c'est ainsi qu'il deviendra plus fort. Soudain, Rain commence à invoquer un tas de monstres et notre garçon pense que c'est un peu exagéré. Mais il est prêt à y aller et déterminé à abattre tous ces monstres en un rien de temps. Fonce en les traversant un par un comme si de rien n'était. Avant longtemps, notre héros élimine tous les monstres autour. Un tas de cristaux commence à tomber du ciel. Brunhart voit que Lou a beaucoup progressé. Elle se sent laissée pour compte et appelle son maître. Kim demande si quelque chose préoccupe elle. Juste au moment où elle admet se sentir inutile, un monstre géant descend soudainement, prêt à dévorer notre garçon. Il se demande si cela pourrait être le gardien. Kim se tourne rapidement vers elle et dit qu'ils discuteront plus tard. Kim fonce sur le monstre gigantesque sans hésitation. Alors qu'il ouvre sa bouche pour l'avaler tout entier, il plonge directement à l'intérieur et tranche de l'intérieur, émergeant de l'autre côté en un mouvement rapide. Sans perdre un instant, il le dévore complètement, mais quelque chose ne va pas. Il essaie de transformer le monstre du mauvais œil en un ego, mais ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'il parvient à absorber est un seul éclat. Après que Kim ait fini d'abattre le monstre, il dit à Lou de faire mieux la prochaine fois puisque la transformation n'a pas fonctionné. Puis il se tourne vers elle, demander ce qu'elle essayait de dire plus tôt. Mais elle a l'air un peu perdue et ne sait pas trop comment répondre. D'un coup, une notification apparaît indiquant que Lou vient d'atteindre le niveau 100. On dirait qu'il monte de niveau rapidement et le système dit qu'il est prêt à évoluer. Notre garçon se sent confus et Lou a cette étrange sensation de brûlure. De nulle part, une autre notification apparaît concernant ce dont Lou a besoin pour sa première évolution. Kim vérifie et voit qu'ils ont à peu près tout couvert. La première exigence parle des parties du corps de Lou qu'ils ont trouvées il y a quelque temps au 30e étage. Notre garçon demande à elle s'ils trouveront plus de parties de son corps au 40e étage. Mais elle ne peut pas dire avec certitude. La prochaine chose à considérer est les âmes qui se sont transformées en égos, que notre garçon a collectées petit à petit en franchissant les portes et avant d'affronter la branche de la guilde de fer. Les âmes qui se sont transformées en égos incluent Minsuk, qui est le leader de la guilde Schtroumpf, Rotos qui est connu comme le fou, le père de Minsu, et Cruzette qui était le gardien qu'il a récemment vaincu. Kim décide de choisir tous sauf Wang Chalet car il pourrait avoir besoin de le ressusciter plus tard. Lou et Brunhart commencent à se chamailler comme des frères et sœurs à ce sujet. Les dernières parties concernent l'éclat du démon et le sang du monstre. Kim pense que l'éclat du démon provient probablement de Ferroth, le gardien du 4e étage. Lorsqu'il voit le sang du monstre, il commence à se dire qu'il y en a peut-être trop. Alors jusqu'ici, il a réussi 5 transformations d'ego, mais Kim a encore des doutes sur tout le processus. Il sait qu'il doit être prudent avec la façon dont il utilise ses égos pour les transformations. Il demande à Lou s'il veut évoluer et Lou est tout. Kim appelle à évoluer Lou et soudain, une vive lumière éclaire tout. Une fois l'évolution terminée, Lou flotte devant lui, ayant l'air beaucoup plus fort et plus évolué. Une notification apparaît concernant les statistiques de Lou et elles sont sérieusement impressionnantes car il a atteint le niveau 100. Kim regarde la forme améliorée de Lou et commente la façon dont la fenêtre de statue vient de s'allonger. Kim vérifie avec Lou comment il se sent, mais Lou essaie encore de comprendre ses nouveaux pouvoirs. Il pourrait avoir besoin de temps pour s'y retrouver, puis, sans prévenir, Kim se souvient quelque chose. Il appelle elle et lui demande si elle avait quelque chose à dire plus tôt. Elle esquive, disant que ce n'était pas important. Quand notre garçon arrive en ville dans sa voiture flashy, Sungun ne peut s'empêcher d'être impressionné et est super content de travailler comme son secrétaire. Il demande pourquoi Kim ne conduit pas lui-même. Kim admet qu'il n'a pas conduit depuis des années et qu'il aime honnêtement traîner avec Sung-Hoon plus que n'importe qui d'autre. Sung-Hoon lui rappelle qu'il est hétéro et qu'il le dit juste comme ça. Kim réplique en disant qu'il l'est aussi. Lou et Brunhart interviennent et lui disent qu'il peut être sincère avec eux. Sung-Hoon demande si Ranker Yubin, qui lui a demandé son numéro, l'a déjà contacté. Kim dit qu'ils ont un peu discuté, mais il n'est pas sûr de la façon de lui répondre. Texte. Ces messages semblent fades, sans aucune drague. Sung-Hoon demande si Kim est déjà sorti avec quelqu'un. Lou intervient et dit qu'il peut généralement discerner la véritable nature des gens, mais que Kim cherche juste un moyen de faire taire ceux qui sont agaçants. Après un moment, ils arrivent à destination. Lorsque Kim sort de la voiture, il est ébloui par l'évolution de Morningstar. Une fois à l'intérieur du salon, quelqu'un lui apporte du café. Il se trouve que c'est le co-chef de guilde. Kim demande où se trouve le maître de guilde Donghae et découvre qu'il est en réunion d'affaires car ils ont beaucoup de travail ces derniers temps. Kim était curieux de savoir ce qu'il voulait discuter. Le co-maître de guilde a essayé d'être poli en demandant s'il pouvait emprunter quelques-uns des squelettes de Kim pour un moment. Il a expliqué qu'il avait un groupe de nouveaux membres qui étaient effrayés par les monstres, alors il pensait que les squelettes seraient bons pour leur entraînement. Kim a commencé à se demander si c'était vraiment toute l'histoire, mais il a suivi. Leur guilde était plutôt en manque de membres depuis que Kim ne les avait pas entièrement remboursés pour leur aide avec la situation du Iron Guild. Kim veut aussi qu'ils deviennent plus forts et le co-leader est totalement d'accord avec ça. Ils chèquent de points, se mettant d'accord pour se soutenir mutuellement. Brunhart ne peut s'empêcher de rire en pensant à la façon dont il est passé d'un simple débarras à l'utilisation d'équipements d'entraînement. Avance rapide de 10 jours au 39e étage de la tour et certains joueurs paniquent tandis que des monstres attaquent. Mais notre garçon les découpe et améliore ses statistiques. Les autres joueurs n'en reviennent pas de la façon dont Kim abat un monstre d'un seul coup. Ils commencent à se demander s'il est inclassé. Ensuite, une notification apparaît montrant qu'elle a monté de niveau et atteint un incroyable niveau 99 avec des statistiques impressionnantes. Kim commence à penser à faire évoluer elle avant de se diriger vers le 40e étage. Mais il n'a pas
pas les pièces dont il a besoin pour sa mise à niveau. Lou fait remarquer que Kim ne porte plus ce masque hideux pour cacher son identité, mais Kim lui dit qu'il a changé d'avis. Puisque l'Iron Shield et Lee Sun-ho savent déjà qui il est et le surveillent, lui, il pense qu'il n'y a plus de raison de se cacher. Quand Kim arrive à l'entrée de l'épreuve au 40e étage, il se sent nerveux et ses mains tremblent. Il se tourne vers elle et dit qu'il est sûr qu'il va se reprendre une fois qu'ils auront passé cette étape. Elle apprécie ses paroles. Quand il finit par ouvrir la porte, elle l'avertit que ce ne sera pas aussi simple qu'il le pense. Maintenant, il se tient au 40e étage, prêt pour le 5e